Bonjour à tous les amis, vous écoutez le Parabidule et je commence déjà une bonne attaque pour commencer le podcast, ça fait déjà peur aux gens. Bonjour Maud. Salut. Nous avons des invités avec nous ? Oui. Ça commence très bien. Je confirme. Bonjour à Sid et bonjour à Chris. Salut. Sidartarus et Psychophénix. Les amis. Voilà, bienvenue pour ce Parabidule, donc hors série du bidule. Maintenant je pense que vous avez compris un peu le concept, qui sera consacré aux ovnis. On n'en parle pas, ça fait dit comme ça me fait encore plus flipper quoi. Exactement. Et bien tout de suite, place au générique. J'y arrive pas très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Je veux pas mourir. Attends, ils ouvrent, regarde. Oui, bonjour, excusez-nous, chers amis, nous voudrions vous demander où saviez-vous où se trouve l'entrée pour participer au podcast Le Bidule, le Parabidule plus précisément. C'est à droite, c'est ça ? À droite, vous tournez, après là, vous oui, une maison, et vous allez pouvoir je crois qu'ils sont... D'accord, merci. Je pense qu'on va pouvoir se débrouiller avec ça. Merci beaucoup, voilà. Continuez, faites comme si vous ne nous ayez pas vus. Au revoir. Mais revenez, on a plein de questions. On vous pose la vie éternelle. Pourquoi ? On va. Au revoir. Je recommence. J'y arrive pas. Non, arrête de jouer, c'est bon. Musique technologique. Ils écoutent vraiment de la musique de merde là-bas. Toi aussi, fais du smurf sur les ovnis. Salut à tous amis du Parabidule, nous sommes là pour vous parler des ovnis. Tout de suite c'est parti, je mets la mauvaise ambiance, je parle directement comme ça, méchant, voilà. Non, salut. Ça commence très bien là. Voilà, on va pas faire les méchants. Et ben voilà, on est très content de vous retrouver pour cet épisode un peu original pour le bidule. Le Parabidule premier du nom avait bien fonctionné avec les fantômes, j'espère qu'on vous a bien foutu les chocottes. Et tout de suite, on va en faire un spécial ovni, un milieu qui nous intéresse vachement, mais Maud et moi ne connaissant pas vraiment cet univers plus profondément que ça. De loin, ouais. C'est dégueulasse déjà, c'est mal. Profondément. Donc nous avons des superbes invités, donc nous le redisons, Sidartarus, bien sûr, du podcast Plan B. Merci, bonjour. Voilà. Non, n'en faites pas trop. Non. Et Psychophénix, qui est déjà intervenu dans le bidule et qui fait un podcast aussi sur un truc bizarre. Naze. Un truc du bruit et tout ça. Eh bien, on est très content de vous avoir avec nous. On espère que vous allez nous apporter vos lumières sur certains sujets. Nous, on ne maîtrise pas forcément, bien sûr, même si on nous fait non quelques plus, trucs. Non, mais moi, non, ça c'est clair en tout cas. Voilà, c'est pas une question de maîtrise là. Voilà. Oui, donc nous sommes tous les deux ufologues professionnels. Tout à fait. Il faut se la péter un petit peu, en toutes circonstances, il faut le faire. D'accord. Ah tiens, j'ai un message pour toi d'ailleurs. Oui. Voilà. Ah, sympa. Oui, ben justement. Ça vient du fond du cœur. Hein. Je l'avais oublié en fait. C'est un message extraterrestre. Méfie-toi des nouilles quand même. Ah, les noodles. Ok, donc tout simplement pour commencer, on va faire une introduction et historique de ce qui est les ovnis, pour que les gens puissent se repérer un petit peu, parce que sinon tu nages. Pour ceux qui connaissent pas les ovnis, voilà, déjà qu'est-ce que ça veut dire ? Donc déjà faut sortir un petit peu d'une boîte en carton étant fermée depuis 50 piges pour ça. On sait jamais. Oui, il faut définir. Voilà, il faut en parler. Définissons le contexte. Voilà. Mettons donc, en place. OVNI, objet volant non identifié. Ah, voilà. Alors, pas vraiment. On commence déjà très mal. Donc, un OVNI désigne un phénomène aérien qu'un ou plusieurs témoins affirment avoir observé sans avoir pu l'identifier. D'accord. Voilà. Ce qui a déjà un nouveau nom au passage, qui s'appelle des pans maintenant. Oui, les pans. Ouais. Et ce qu'on appelle ça aussi a déjà changé. Superman, parce que chaque fois, c'est un avion, un oiseau, on sait pas. Voilà, donc c'est un ovni. C'est un ovni. Non mais c'est vrai en fait, c'est en France maintenant, on est censé utiliser le terme pan. Alors un pan ? Oui, un pan. C'est un phénomène aérospatial non identifié.
Ah bah tu vois, j'en avais jamais entendu parler. Voilà, tu n'es pas. Eh ben, on n'est pas là pour rien. Non. Tu vois, on a au moins servi à quelque chose. Je pense que c'est le moment de clore ce podcast. Voilà. Merci. On a parlé des ovnis, Voilà, c'est très bien. super. Et des pans. Ça, c'est fait. Donc. Bah voilà, c'est tout. C'était juste Super, pour donner bah une écoute, petite c'est sympa. introduction, vite Bah, fait. moi ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve la prochaine fois. Et puis, On s'épile, on se fait une touffe. Non, voilà, j'ai tout ce que tu voulais mettre, tu voulais parler, en gros. Il faut me dire si tu veux que je fasse une partie en fait. Non, mais vas-y. D'accord. Bah je te laisse parler de la suite. D'accord. Moi je savais pas que j'étais pas au courant que je devais faire ça, donc ok, c'est cool. Total info. La première apparition, tu veux que je parle ? Oui. Alors la première apparition, alors attention parce que là peut-être qu'on va se faire contredire vu que je sais pas si c'est vraiment la première apparition. Le 26 juin 1947, Kenneth Arnold, un pilote américain, raconte sur les ondes de la KWRC, une radio de Pendleton dans l'Oregon, l'observation qu'il a faite 48 heures plus tôt alors qu'il volait dans un avion privé près du mont Rainier. Alors, moi 1947, je trouve ça assez récent quand même. Alors attention, c'est la première fois où ça a été reporté en fait. Exactement. C'est plus exactement ça parce que tu peux remonter à mon avis très loin dans l'histoire. Très loin. Genre Je vous rappelle que sur les pyramides, il y a des trucs qui ont été gravés sur le sujet. Donc, genre les Mayas, chez les, il y a les deux chez les Mayas et chez les Égyptiens. En Amérique du Sud, il y a effectivement des choses sur les pyramides. C'est des choses qui les avaient vachement surpris les historiens par exemple parce que c'était sur des continents différents où ils ont retrouvé quasiment les mêmes dessins. Mêmes sources. Donc et ce qu'on peut déjà identifier comme étant une espèce de soucoupe quoi. Ouais. Ou pourquoi pas une blague mondiale. Hein. Oui c'est ça. Alors sachant qu'ils savaient même pas que les autres existaient, tu vois, on peut appeler un happening de nos jours. C'est ça. Non, mais effectivement, c'est beaucoup plus ancien que ça. Ouais. Mais c'était le premier, c'est le premier qui a été noté. Alors moi, je crois que c'était en 46, mais bon, après, on n'est pas un an près. Mais écoute. c'est vrai que je vais continuer justement noté. Par rapport à Kenneth Arnold. Il rapporte avoir vu, sans pouvoir les identifier, 9 objets en forme de galet plat. Très brillants et très rapides, volant en direction du mont Adams depuis le mont Rainier. Il estime leur longueur entre 12 et 15 mètres et leur vitesse à au moins 1800 km/h. Le mec c'est déjà vachement bien jaugé. Quand t'es pilote, à mon avis, il y a des chances que t'arrives à imaginer plus facilement que nous, peut-être, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Ah, ça va être mon moment préféré, c'est mon moment où je fais parler les gens. Ils volaient, déclare Arnold, comme des oies, formant une chaîne en diagonale, comme s'ils étaient attachés l'un à l'autre, et en mouvement sautillant, analogue à celui d'une soucoupe ricochant sur l'eau. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessus en fait? Voilà, je sais pas, applaudissez-moi, c'était très bien joué, bravo, super, voilà, merci. Je voulais vous faire Pierre Bellemare en fait à l'origine, mais un peu fort. Je vous le referai en Pierre Bellemare plus tard. Morflé, puis La presse devait préciser plus tard que les objets qu'il avait vus ressemblaient à des soucoupes volantes et une assiette à tarte coupée en son milieu avec un triangle convexe à l'arrière. Donc je sais pas si vous arrivez à vous imaginer chez vous, hein. Ce témoignage, si lui vaut d'être la risée des médias du public, fait toutefois connaître le terme de soucoupe volante. C'est grâce à ça que le terme soucoupe volante la légende des saucières était née. Et voilà. Le mercredi 25 juin 47, une dépêche de la Society Press rédigée par Bill Beckett, donc c'est son vrai prénom, son nom de famille, faut pas rigoler. Voilà. Rien dit. Nous abstiendrons. Aura une influence considérable sur la suite des événements car l'estimation des distances et donc des vitesses. Arnold calcule la vitesse en estimant l'aplomb des objets et la distance qu'ils parcourent, mais mesure le temps nécessaire pour passer d'un point estimé à un autre. Paraît supérieure à celle des engins de l'époque. Ce qui est pas faux, à l'époque ça Non, c'est vrai, mais à mon avis c'est vachement surfait parce que le gars il était pas capable, à mon avis, réellement d'identifier quelle était la distance entre lui et les objets, donc forcément, à mon avis, après je vois bien, il a fait un théorème de Pythagore. Moi je le fais si je prends les Peugeot. Alors bon, okay. Non, puis on sait pas le taux de raisin que le mec avait dans le sang non plus, donc c'est voilà. ça. Cette première apparition d'OVNI eut un ralentissement considérable. Et vit se déplacer. Retentissement. Oui, un ralentissement. Mais arrêtez-moi, Maud, quand je dis de la merde. Et vit se déplacer sur les lieux, non seulement une foule de curieux, mais aussi des journalistes, des agents du FBI et des renseignements militaires, bien sûr. Selon le sociologue Pierre Lagrange, c'est dans ces circonstances que les soucoupes volantes furent inventées. L'affaire Arnold enclencha la plus formidable controverse parascientifique du XXe siècle, à telle enseigne que l'on va soupçonner l'existence des prototypes secrets américains ou russes, ou que des extraterrestres visitent la Terre, bien sûr. On vous mettra une photo suivant ce témoignage. Donc voilà, pour placer un petit peu le bousin.
Le contexte. Ouais, C'est donc ça. vous n'êtes pas forcément non plus super d'accord sur l'origine même du truc ou... Ah si, parce que c'est là que ça a plus ou moins commencé, mais Ouais. après c'est le fait qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça à partir de cette date, en fait, au final. Ouais, enfin moi j'avais quand même des souvenirs plus anciens d'observations qui avaient été reportées. De Enfin, témoignages. ne Ouais. En fait, serait-ce ça, qu'au c'est le premier 19e siècle. c'est Ouais. le premier qui a été rendu Ouais. public et c'est un Ouais. effet monstrueux. Mais je Pourquoi sais. Parce que c'est les Américains aussi, il faut pas Mhm. l'oublier. Donc Oui, c'est l'impact il était plus violent. Mais au 19e siècle déjà, il y a eu des témoignages d'objets volants lumineux en formation qui sont D'accord. passés dans le ciel. Alors après, bon, c'est toujours pareil. Hein, ça reste des phénomènes observés. Ça veut pas dire que c'était voilà. Il y a peut-être pas On eu en un parlera tel plus retentissement, justement. Mais même à l'époque. en termes de soucoupe volante, moi j'ai quand même l'impression que l'expression est arrivée plus tôt, D'accord. notamment dans tout ce qui était bande dessinée, science-fiction et compagnie. Enfin, ne serait-ce qu'un bouquin comme La Guerre des Mondes, par exemple. Ouais. Mais en c'était- fait, le terme a été repris à cause de ce qui a été voilà. romancé. Mais et, le terme soucoupe déjà écrit à volante, l'époque. volante, pour moi, est plus ancien que Ah oui, il est plus ancien, mais le phénomène que touche cette histoire. pas le même nombre de personnes. C'est peut-être pour ça que c'est C'est retenu plus facilement comme Je ça. crois que ce coupe volante, ça remonte à Louis XIV, justement. Ah Quand Louis XIV s'amusait, il était vraiment très très fâché. Wow. Il a dit, j'en ai marre, ça casse les couilles. Et il lançait des secoupes comme Ah, ça. Et j'en d'accord. dis, c'était soucoupe volante. Toi, tu viens de d'accord. refaire la même chose que dans Retour le futur 3 où le mec il lance une assiette et il découvre qu'il y a marqué frisbee au cul. Voilà, Quoi. C'est ça, ouais. Donc voilà, tout simplement. Si Mais vous je ne savez ne savais pas, je vais repartir vraiment. Il faut me demander. Hein, voilà, c'est ça. Mais avant, il y il y a avait pas- référence historique en fait. Quelle source d'informations Putain, incroyable. C'est incroyable. Avant, c'est juste qu'il n'y avait pas eu de lancement de recherche, je pense, approfondi sur le sujet, mais ne serait-ce que on en parle aussi, mais enfin, ce sera pas le sujet qui va être le plus développé, je pense, pendant votre parabidule, mais les cercles de culture sur lesquels Ouais. il y a eu beaucoup de controverses. Ça a commencé il y a très longtemps avant, et on peut toujours expliquer que c'est deux petits vieux avec Avec qui un bâton. s'éclataient avec un bâton. Ou, Je me non, souviens le coup encore. tu sais, le coup de la planche de bois avec Ouais, deux ouais. cordes pour avec les écraser deux les trucs. cornes. Et Bah, je me enfin, souviens ça encore. expliquera jamais pour autant pourquoi il y avait des déformations au niveau moléculaire, au niveau des brins. Donc, Je me souviens encore du Science et Vie Junior qui était paru à l'époque. ouais, Comment ouais. j'adorais Ah, Science et Vie ouais. Junior. Et avec justement on a l'explication et tu vois les deux petits pépères, dans leur champ avec leur bâton. Ah ouais, c'est nous Ouais. en fait. Sachant que ça a commencé il y a plusieurs siècles et Bien sûr, bien sûr. il y a des formes qui sont impossibles à reproduire humainement en fait. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait des mathématiciens de ouf pour réussir à faire les mêmes équations pour créer le rendu de ça. Au niveau de la symétrie et tout ça. Il y a ça, ouais. Et puis de toute façon, ça avait commencé bien plus longtemps avant. Donc, Ouais. Bah moi je sais que je suis tombée sur un site qui répertorie plein de photos d'ovnis et il remonte jusqu'en 1870 quand même. Voilà, Ouais. c'est ce que je disais 19e siècle en fait. C'est Ouais, ça. C'est donc, les ça premières remonte. preuves matérielles autres que des gravures comme on disait tout à l'heure. ça fait- Ou autre peinture ou tableau, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tableaux aussi où on observe. Alors après, il y a toujours cette notion de mysticisme, Ouais. de religion qui peut aussi être apparentée à. Bah, la religion a une grande importance là-dedans. Maintenant, Forcément. comme on l'entend forcément parler, et ça amène forcément ce genre de discours, c'est qu'est-ce qui a créé quoi? Parce ça. on dit toujours que les dieux viennent du ciel. Ouais. Tu peux pas oublier les phénomènes de dire est-ce qu'ils ont vu un truc pour commencer à penser à ça, ou est-ce que c'est l'inverse? De quel esprit ça commence? À partir de quel moment ça s'est matérialisé de cette manière-là? Discours vieux comme le monde. hein. L'œuf Ouais, voilà. L'œuf ou la ou poule. la poule. Ouais, bien Voilà. sûr. C'est ça. c'est Donc, clair. tu pourras jamais vraiment le savoir, quoi. Mais Ouais. D'accord. Mais moi, je Eh bien, pense ça. détrompe-toi. Oh, détrompe-toi, pardon. Détrompe-toi, 3 fois, mon pote. Alors, Ouais. c'est ça, de boire en même temps, une pelle forte, c'est radical. Hein. Tu mélanges tes mots. J'ai la réponse à ta question. vas-y, envoie la Non, sauce. je te dirai ça après le podcast. Oh, C'est sympa. Ah, Putain, On en a connaît pas fini avec l'origine cette du histoire. monde. Incroyable. Là, tu vas voir quelle est l'origine du monde. Ok, bah d'accord. Bah tout de suite, nous allons commencer justement avec Psychophénix, Oui. qui va nous parler d'un reportage qu'il a visionné. Ouais, bien sûr. Alors, bon, pour la petite histoire, en fait, c'est vrai que c'est un film documentaire que j'ai trouvé vraiment par hasard dans mon époque où j'absorbais un peu tout ce qui sortait de chez Cdiscount. Tu m'as fait DVD peur. oblige. Et bah des fois tu Tu sais t'avais qu'ils vendent des meubles. hein. Oui, maintenant, ouais, mais moi je te parle d'une époque où ils vendaient que des DVD, tu vois, Ah, donc d'accord. bon, oui, des CD, mais on avait des trucs gratuits ou tout simplement des espèces de reportages un peu tout ce qui était en rapport avec tout ce qui est ovni ou parabidule, hein, on va dire. Oui. Voilà, parachose, paranormal. C'est bien, le terme parabidule, c'est démocratique. Et donc en fait, j'étais tombé sur un bon ramassis de merde globalement.
Et sauf que pour une fois, je suis tombé sur quelque chose de plus intéressant, un film documentaire donc d'une personne qui est apparemment bien spécialisée sur le sujet, qui s'appelle Vincent Gielli, qui a donc fait un film de 1h30 qui s'appelle OVNI, le secret américain. Ok. Donc, histoire de tout de suite mettre un petit peu les choses au clair, là-dedans on parle pas de grands délires, invasion ou machin et compagnie. C'est un reportage qui se veut assez cartésien, on va dire. C'est quand même France 2 derrière, donc bon, en général c'est pas non plus TF1 fait d'excellents reportages. Oui, tout à fait, sur Roswell notamment, on en parlera peut-être plus tard. Avec Pradel qui a, je pense, ruiné sa carrière à partir de ce moment-là. S'est fait flinguer. Perdu de recherche, j'ai retrouvé E.T. Donc pourquoi ce DVD en particulier? Parce que en fait je le conseille, ce docu que vous allez retrouver facilement sur YouTube, parce qu'il pose toutes les bases. Ça va partir tout simplement de la recherche de quelqu'un qui apprécie le sujet, mais qui s'est de plus en plus renseigné, qui a découvert les termes en même temps qu'il a plus ou moins fait ce reportage. Et donc qui remonte jusqu'aux premières apparitions. Donc alors, c'est là où je vous dis que moi j'avais 1946 comme base sur le sujet. D'accord. Et qui va retracer ça donc principalement aux États-Unis, mais aussi en France. Donc on commence avec des notions de base qui vont être le premier OVNI en 1946 ou 47, Roswell et tout ça. Et on va comprendre au fur et à mesure déjà qu'il y a des qui sont déjà en train d'expliquer que si c'est vrai, s'il y a des ovnis, ils ont été attirés par quelque chose. Pourquoi ? Parce que en fait tout ça se situe à des lieux assez clés comme Socorro, Roswell, le plus grand classique quoi. Donc on parle de tout ça et on s'aperçoit qu'en fait tout ça c'est un grand triangle dans lequel c'est là où on a le plus de manifestations. Et bizarrement, c'est aussi le lieu où on a fait péter la première bombe nucléaire. Ouais. Donc cause-effet, il en reste pas moins que des scientifiques se sont posé la question, est-ce que ce serait pas ça qui aurait pu attirer des choses particulières, on fait croire à des gens des choses particulières. Du genre des charges d'énergie qui a été provoquée ferait que ça attire. Il y a peut-être un lien, mais bizarrement c'est toujours c'est un lieu où vraiment il y avait toujours quelque chose quoi. Bon, donc ils retracent toute cette époque. Ils vont parler d'une personne sur laquelle je reviendrai plus tard, mais qui est obligée d'être citée dès maintenant, qui s'appelle Joseph Allen Hynek. Donc voilà, donc un personnage en fait qui a une importance cruciale puisqu'il a été mis là en tant c'est un astronome, un astronome, je dis pas n'importe quoi, je me suis dit j'ai dit astronome ou pas là. Et qui a été mis là sur des projets différents histoire de démanteler, de casser vraiment toutes ces notions et de dire que non, c'est pas des phénomènes inexpliqués. D'accord. Faut rappeler un peu le contexte. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé à avoir déjà des relents de ce qui allait devenir la guerre froide. Et donc tout était bon aussi pour essayer de dire alors ça c'est un phénomène naturel. Oh ça c'est un enculé de soviet qui nous a fait un avion. Donc ça engendre ce genre de choses. Ouais. Donc ça se poursuit aussi sur ce que c'est devenu maintenant, quel degré d'importance ça a au niveau des États-Unis, parce qu'on a beaucoup entendu parler de pas mal de projets militaires, le plan Guerre des Étoiles, les choses dans ce genre-là qui ont été enclenchées derrière. Et ça met aussi en avant quelque chose qui est très très méconnu en France, mais qu'on a véritablement une cellule chez nous. Donc une cellule qui est en fait tout simplement, ça me permet de te faire une petite introduction, tu as vu comme c'est beau. Donc le CNES, tout trouvé. Le CNES qui est un peu l'équivalent de la NASA française quoi, qui a créé une cellule, un groupe qui va s'intéresser, donc qui a été créé par le directeur du CNES lui-même de l'époque, qui va s'intéresser à tous ces phénomènes. Donc le groupe s'appelle GEPAN. Maintenant. Non, c'était le premier nom en fait aussi. Non, c'était pas le GEPAN le premier nom, GEPAN. Ouais. Voilà. Et maintenant ils ont rajouté un voilà. Et entre les deux, il y a eu le CEPRA. Voilà, après il y a eu le CEPRA et tout ça, mais bon, bref, tout ça c'est les mêmes cellules. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que en fait, je trouve que c'est assez intéressant de voir que c'est pris au sérieux désormais. On n'est plus dans une fiction ou une folie passagère de quelques excentriques. Donc le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc le PAN, on le retrouve là, d'où le changement d'appellation. Et qui est quelque chose de très 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 pris au sérieux, au point que ils étudient tous les phénomènes qui ont pu être rencontrés, mais c'est au point que n'importe qui aujourd'hui, on ne peut pas ne pas vous prendre au sérieux si vous avez le courage déjà, parce qu'il faut oser aller dire oui, bon, excusez-moi, il y a un truc dans les airs ou je sais pas quoi, machin. Et vous allez à la gendarmerie nationale
chez les flics, tout simplement aussi, et vous allez faire une déclaration. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils sont obligés de créer un rapport qu'ils vont envoyer au GEPAN. Ils vous font souffler dans le ballon d'abord. Aussi, mais c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai mais parce c'est qu'en vrai. fait, les premières questions du mec du GEPAN qui va venir enquêter par la suite et avoir son premier rapport avec la personne qui a reçu la plainte, entre guillemets, va demander si cette personne est connue pour avoir des problèmes avec la justice, des folies passagères, il va demander le CV mental, entre guillemets, de la Ouais, personne ce qui est et son un peu état Profil normal. psychologique. voilà, et Ce qui est un peu normal à la il va base. lui demander s'il a pas trop de gamma GT dans le pique-nique, hein. Et ou s'il fume pas un petit peu trop de plantes locales là. Et à la suite de ça, ils vont vraiment lancer une enquête. À noter qu'aujourd'hui, pour exemple, on a l'avantage dans ce reportage de suivre une enquête réelle pendant un bref instant, pendant 10 minutes. Super intéressant de découvrir en fait comment ça se passe. C'est-à-dire que le professionnel du GIPAN qui a été envoyé va, donc là, s'il s'agit d'un objet non identifié, va essayer de retrouver toutes les causes possibles D'accord. et va être amené à aller tout simplement à une tour de contrôle civil. Là où il faut expliquer un peu, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, le radar ne voit pas tout, parce que sinon il y aurait des problèmes avec les militaires, tout ça. Donc Ouais. aujourd'hui, ce que vous détectez seulement, c'est la balise. La D'accord. balise, la boîte noire, tout ça. Mais chacune de ces cellules est équipée d'un véritable radar en souterrain qui est très sécurisé, sur lequel on n'a pas un droit de regard sans dérogation exceptionnelle, qui lui enregistre tous les échos. D'accord. Et donc on suit, par exemple, à ce moment-là, bel et bien, il y a un écho-radar d'un déplacement qui peut être un peu particulier, on va dire, qu'on a du mal à imaginer reproduire avec un appareil d'aujourd'hui, avec la physique qui nous est imposée par notre petite planète. Et donc on rencontre, ça nous permet de suivre ça et de découvrir que c'est bien pris au sérieux, que aujourd'hui il y a du canular, oui, il y a beaucoup de phénomènes explicables, des ballons sondes, c'est connu, ça pète tout le temps ces trucs-là. Tout à fait. Des nuages Mais- venticulaires. Voilà, tout à fait. Attends, je vais me faire Ça, tomber. c'était- Excusez-moi. Ça, c'était de la casse. Et donc, en fait, tout ça pour dire que ça représente quand même 1% il y a 1% de ces dossiers qui sont inexpliqués aujourd'hui et qui pourraient être, qui peuvent être, donc en France, je parle seulement, on est toujours en France, il y a quand même 1% qui est inexpliqué et donc qui peut être considéré comme aujourd'hui des ovnis, des pans ou des UFO si on est ricain. D'accord. Donc voilà, donc c'est un DVD que je vous conseille, c'est très sérieux. D'accord. Ce n'est pas du tout donc dans le but. C'est pas un de faire- reportage direct tweet, quoi. Ouais. Ouais, Non, c'est non. pas Boccolini qui présente ça. quoi. Non, voilà, le but n'est pas de démentir, le but n'est pas de casser le mythe ou d'en créer un nouveau, mais de juste expliquer pourquoi aujourd'hui il faudrait peut-être prendre ça plus au sérieux. Ça explique aussi que maintenant on a au niveau mondial, on a des recherches qui ont été lancées par des experts en aéronautique, en aérospatial et tout ça, qui vont aussi s'intéresser à cause de ça à tous les romans de fiction et autres qui ont été écrits par le passé. Ouais. Parce qu'ils ont enfin compris qu'il fallait peut-être s'intéresser à quelque chose. Quand un mec comme Jules Verne a inventé le sous-marin avant qu'il existe, il y en a qui se sont dit aussi, tiens, il faudrait peut-être aller regarder parce que on a peut-être des conseils à prendre. Donc voilà, ça va retracer un peu tout ce qui a un rapport avec ça. On apprend par exemple aussi que d'ici 50 ans, la NASA devrait avoir créé le premier ascenseur stratosphérique. Ça, c'est Tout charmé. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et voilà. C'est Et Félix, il se ferait moins chier avec son truc, là, à monter. Donc voilà, donc moi je vous le conseille. Donc c'est Les OVNIs, Secrets américains, un film documentaire de D'accord. Vincent Gielli. Voilà, Bah, on si mettra vous avez tout- des questions. On mettra tous les liens Ouais. dans le post. Oui. Si d'ailleurs on trouve sur YouTube, vu que t'as dit que normalement il était. Ouais, ça s'est trouvé facilement. On essaiera de l'insérer directement dans le post et puis. Exactement. Voilà, moi, enfin, je On le verra s'il y conseille a du à tout le retour monde. là-dessus. Aujourd'hui, ça doit faire partie de la culture parce que finalement, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas de réponse, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'y intéresser ou Mais- penser que c'est de la folie. Je rebondis sur ce que folie tu urbaine. dis parce que l'ufologie en soi, donc alors je vais pas dire que c'est une science parce que c'est pas vraiment une science. Ça fait appel à beaucoup de Ça fait appel aux sciences sciences. et de domaines scientifiques en tout cas. Mais l'ufologie, c'est quelque chose de très factuel. C'est pas j'en profite pour placer ce que je voulais dire Ouais. comme on en a parlé avant l'émission, c'est Ouais. on ne croit pas aux ovnis.
c'est pas une croyance. Croire aux ovnis, c'est un non-sens de poser cette question-là. L'ufologie, c'est quelque chose d'extrêmement factuel. C'est comme une enquête policière. Tu ramasses des indices quand tu en as. Tu interroges des gens. Tu as des témoignages. Tu les mets en contradiction. Tu essaies de voir ce qui s'est passé. Comme tu le disais tout à l'heure. Effectivement, la cellule qui s'appelle le GIPAN est une cellule qui a été montée spécifiquement pour ça, mais d'ailleurs, je trouve que le nom intermédiaire, donc le CEPRA, qui était entre 88 et début des années 2000, portait, à mon avis, à mon sens, un peu mieux son nom, puisque c'était le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. C'est un point important parce qu'en fait, eux, ils avaient pour but de cartographier et de recenser tous les phénomènes de rentrée atmosphérique, que ça soit d'objets naturels ou d'objets artificiels type satellite ou morceaux de station spatiale ou quoi que ce soit. Ou météorites de base. Voilà, météorites de base, et qui leur permettait de savoir qu'à tel endroit, à telle heure, il y avait potentiellement un phénomène observable. Et que si la gendarmerie avait des appels de personnes ayant observé un phénomène anormal ou ovni en tout cas, ils étaient du coup en mesure de dire oui, c'est normal puisque on a eu tel phénomène à cette heure-là et à cet endroit-là. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation, alors pour des raisons aussi de sécurité, mais quand vous faites un mariage ou une fête et que vous allez balancer des je sais plus comment ça s'appelle. Feu d'artifice. Non, les petits ballons où on met des bougies, ça gonfle et puis ça monte dans le ciel. Des photophores, ouais. Voilà, vous êtes dans l'obligation de déclarer ça à la gendarmerie. D'accord. Parce que si ça peut être pris pour un phénomène effectivement ovni. Il y a des raisons de sécurité forcément pour mais si vous êtes dans l'obligation de le faire. Donc c'est très important, c'est très sérieux, c'est très factuel et effectivement aujourd'hui il y a encore 1% des cas qui sont inexpliqués. Ça veut pas dire que c'est des petits hommes verts ou des extraterrestres. Ça reste une hypothèse parmi plein d'autres, mais en tout cas aujourd'hui on n'est pas en mesure, soit on n'a pas suffisamment d'informations, soit techniquement ou scientifiquement parlant, on n'est pas en mesure de l'expliquer totalement. Mais voilà, ça reste du coup un ovni. C'est ça qui est aussi important, c'est que faut pas oublier derrière, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous permet peut-être pas de comprendre ce qui se passe, n'est simplement qu'une limitation à notre compétence intellectuelle, de connaissance. Donc ça fait aussi avancer les sciences, la physique et tout ça sur ce genre de choses. Donc c'est quand même super important que ça soit pas mis à l'écart. Après on parle que des ovnis, mais il y a énormément de théories qui sont déployées derrière. Mais effectivement, moi je trouve que ce qui est important, c'est comme tu le disais, c'est le fait qu'ils mettent une certaine objectivité dans le fait que ça peut être n'importe quoi en dehors de ça, qui puisse les aider justement à retrouver des sources qui sont complètement différentes de ce qu'on peut connaître par rapport à des phénomènes atmosphériques ou des conneries de ce genre. Donc moi je trouve ça cool, qu'ils restent objectifs et que t'auras toujours des gens qui diront mais c'est de la merde, machin, ça existe pas. Mais c'est bien que ces mecs continuent à pas se démonter et à bosser. C'est eux-mêmes qui ont fait cramer Galilée en fait, je crois. C'est ça. Mais en fait, en plus, c'est encore une fois, c'est un non-sens de dire, c'est con de croire à ces conneries. Parce qu'en fait, c'est pas une croyance. C'est juste factuel. C'est juste, on a observé quelque chose. Soit on est capable de l'identifier, soit on n'est pas capable de l'identifier. Et si on n'est pas capable de l'identifier, c'est un ovni. Si on est capable de l'identifier, ça n'en est pas un. Voilà. Mais c'est tout. Ça veut pas dire que ovni, ça veut pas dire qu'il y a E.T. dans une soucoupe. Exactement. C'est ça, c'est qu'il faut comprendre aussi. Je pense que c'est plus par rapport à ça en fait. C'est vraiment que les gens ont une méconnaissance du terme ovni. Mais ici, il était galvaudé en fait. C'est simplement ça. Il a été complètement galvaudé au fur et à mesure. Et voilà, l'ufologie, c'est pas, s'intéresser à l'ufologie et faire de l'ufologie, on va dire, c'est pas être un allumé de Krishna. Ça n'a rien à voir. Au contraire. Faut pas être raélien. C'est ça. C'est pas être raélien. C'est pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est une approche et une démarche très sociologique d'abord, scientifique ensuite, et c'est un mélange de plein d'activités qui gravitent autour de tout ça, que ce soit l'astronomie. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure d'analyse des sols, etc. pour quand il y a des traces physiques laissées par un objet. Et voilà, c'est tout. C'est pas plus, ni plus ni moins que ça. De toute façon, je pense qu'on va enchaîner avec toi vu que Chris a parlé de son DVD. Donc, tu avais quelque chose à nous dire justement aussi. Ouais, moi, j'ai pris un exemple concret d'un cas. Alors, je l'ai pris pour plusieurs raisons.
la première invasion déjà s'est passée en France. Comme tu le disais d'ailleurs, le nom de ton reportage est d'ailleurs très explicite. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des observations de ce type-là, bien sûr. Américain de base. Voilà, non, mais il y en a partout dans le monde et ce cas-là précisément s'est passé en France. Il y a des attaques, c'est qu'aux États-Unis. C'est ça. À Independence Day, voilà. Bref. Donc non, c'est un cas qui s'est vraiment passé en France, donc au début des années 80, en 81 pour être plus précis, en janvier. Donc c'est un vieux cas. J'ai pris cet exemple pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un exemple de rencontre du deuxième type. D'accord. Alors, on reviendra sur la classification tout à l'heure. Mais tout à l'heure, Chris en a parlé. Il a parlé de cet ufologue qui s'appelle Hynek et qui, a donc créé cette échelle. Donc rencontre du premier, deuxième, troisième type. Alors maintenant, il y a quatrième, cinquième et sixième qui sont. Ouais, et puis il y a pour le coup en plus. Mais ouais. Bon, oui, voilà, avec phénomènes lumineux, etc. Exactement. Mais c'est voilà. Bon, on se limite pour l'instant au premier, deuxième, troisième type. Donc deuxième type, c'est quoi? Alors premier type déjà c'est quoi? Premier type c'est vous observez un phénomène à plus de 150 mètres de distance de vous. D'accord. Donc un phénomène lumineux, voilà, un objet, tout ce que vous voulez. Donc la déclaration d'OVNI de base. Voilà, déclaration d'OVNI de base. Ce qui existe le plus. Monsieur, j'ai vu quelque chose. C'est ça. J'ai vu un truc là. Alors, je sais pas, c'est un peu flou, mais j'ai vu quelque chose. J'ai été là, je buvais mon jaune et j'ai dit tiens, il y a quelque chose. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Deuxième type, c'est déjà plus concret et plus intéressant pour le coup parce qu'il y a une observation qui est faite à moins de 150 mètres pour le coup avec des traces. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des répercussions physiques sur l'environnement. D'accord. Ça peut être des arbres cramés. Et là, en l'occurrence du cas que je vais vous parler, c'était des traces au sol. Et rencontre du troisième type, film de Spielberg, 79, je vous rappelle, où là il y a carrément un contact avec la petite personne qui est dans la soucoupe. Tu vois. Alors déjà on commence, si tu veux, à sortir un peu de ce qu'on appelle l'ufologie. Ouais. Factuellement, là on est plus dans le côté hypothèse extraterrestre, clairement. Ouais. Bon. Donc ce cas de Trans-en-Provence, pour le citer du coup maintenant, donc c'est passé au début des années 80, donc dans le sud de la France, et c'est donc un petit gars voilà d'une soixantaine d'années qui est un ancien maçon retraité, qui est dans son jardin en train de bricoler, tu vois, tranquille, et qui pour commencer commence par entendre un sifflement. Donc il est un peu interloqué, il commence à regarder et là il voit un objet qui passe au-dessus de lui, voilà, qui est pas très loin, donc à moins de 150 mètres. Qui a un peu une allure pour le coup ovoïde, donc soucoupe volante, un typique, avec une petite rainure qui fait le tour, donc genre deux assiettes empilées une sur l'autre, quoi. Et puis ce truc-là continue d'avancer dans sa propriété, dans son jardin, et finit par descendre. Et là il le voit plus, donc il décide de bouger pour se mettre un peu en hauteur. Et là il le voit, et cet objet donc est posé sur le sol de son jardin. D'accord. Donc là, c'est pas ce qui se passe. Ouais. Et le truc, au bout d'une dizaine de secondes, pouf, décolle et s'en va et part à une vitesse hallucinante, enfin en tout cas très rapidement, quoi. Bon. Donc il est un peu gêné, il dit je pense que Germaine va croire que j'ai encore picolé. Mais il décide d'en parler à sa femme. Sa femme, forcément le prend pour un hurluberlu au début. Ouais, normal. Et il décide quand même de l'emmener au fond du jardin. Pour lui faire des choses un peu bizarres. Il a l'habitude. Voilà. Et donc en fait, il constate effectivement que cet objet a laissé une trace au sol. Donc il en parle à ses voisins et ses voisins lui conseillent d'appeler la gendarmerie. Donc la gendarmerie arrive sur les lieux et commence à faire les premières analyses, première expertise. Donc comme Chris le disait tout à l'heure, c'est l'organisme qui est aujourd'hui et depuis longtemps apte à faire ce genre de choses. Et préviennent du coup le GEPAN. Et puisqu'à l'époque ça s'appelait encore le GEPAN, et envoie tout un tas d'échantillons à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, je crois. On ne pas confondre avec Indra, qui était à l'époque une bonne star déjà, je pense. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Waouh. Rien à voir, merci pomme de pour la terre. référence. C'était la Shakira de l'époque. Et donc du coup de ces analyses sont ressorties beaucoup de choses. La trace qui est laissée par cet objet, c'est deux cercles concentriques entre 2,20 m et 2,40 m. Il y a effectivement visuellement un effet de frottement. Et puis à l'analyse, donc ils font des analyses sur le vieillissement de la végétation à cet endroit-là. Ils font des carottages, ils font tout un tas de choses. Et il s'avère que oui, il y a eu quelque chose. D'accord.
c'est factuel. Il y a eu un vieillissement prématuré de la végétation. Il y a eu un frottement qui n'a pu se faire qu'à des températures oscillant entre 300 et 600 degrés. Ouais, qu'un petit papy n'aurait pas pu faire dans son jardin comme ça. C'est pas juste une trace comme ça. Il y a vraiment eu quelque chose. Il y a effectivement eu un vieillissement de la végétation qui peut être occasionné typiquement par des micro-ondes, en tout cas par une force voilà. On en vient à une chose très intéressante. Tout à fait. Ou par une force électromagnétique. Enfin, il y a du factuel. Pourquoi j'ai pris ce cas-là aussi? Parce qu'aujourd'hui, ce que disait Chris tout à l'heure, c'est que ça fait partie des rares cas qui sont tamponnés inexpliqués. On ne sait pas ce qui a provoqué ça. D'accord. Alors bien sûr, il y a eu des contre-expertises. Bien sûr, il y a des gens qui disent oui, mais si on peut toujours expliquer que... Oui, certes. Mais en tout cas, alors, c'est un cas qui a maintenant pratiquement 35 ans. Ouais. Donc forcément, on n'avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui, l'avancée scientifique qu'on a aujourd'hui. Je pense que si c'est un cas qui se reproduisait aujourd'hui, on aurait peut-être plus d'éléments pour en tout cas expliquer ce qui s'est passé. Mais à l'époque, ça reste un cas qui aujourd'hui est encore inexpliqué. Ouais. Mais justement, est-ce que vous croyez que par rapport à aujourd'hui, vous entendez encore beaucoup de témoignages de personnes? C'est normal, c'est les informations. Est-ce que vous entendez encore beaucoup de témoignages ou voir apparaître de témoignages de temps à autre de gens qui auraient justement des cas de... Ça a pas cessé en fait, de toute façon. Ça n'a jamais cessé. Non. En plus, je pense que après t'as un phénomène de mode, t'as beaucoup de mensonges, de plein de choses. Maintenant, par contre, je pense qu'en fait c'est même pire parce qu'on a tous un appareil photo, par exemple déjà. Ouais. Donc t'as beaucoup plus de choses de recenser. Après, faut pas oublier que c'est rarement des phénomènes qui vont être rencontrés dans les grandes villes. Ça c'est clair, parce que déjà tu vois pas à 4 mètres devant toi, alors t'auras du mal à prendre une photo d'un E.T. à 300 mètres. De la lumière des villes qui est générée. Voilà, aussi, donc la pollution. Très honnêtement, s'il y avait un E.T. qui aura envie de débarquer, c'est pour là qu'il va atterrir. Et donc voilà, donc ça reste quand même très isolé en campagne pour ces raisons-là. Et d'autant plus, comme tu le disais, en fait, l'hypothèse majeure qui reste sur les déplacements de ces appareils partirait donc du concept que ils ont une motorisation qui fonctionne à base de micro-ondes et que le fait qu'ils atterrissent ou autre serait potentiellement dû à une interférence. D'accord. Donc dans leur système de guidée ou autre. Donc forcément ça va être plus à l'extérieur, ça va être plus dans les champs, dans les machins comme ça. Pourquoi ? Parce que à proximité de tous ces phénomènes, très souvent on va retrouver des trucs toujours en commun, que ça soit en France ou aux États-Unis. Souvent il y a des radars, de trucs de l'armée pas très loin, ou tout simplement en fait une ribambelle de poteaux de poteaux électriques, de trucs comme ça qui vont foutre un parasite quelconque à un système de réaction qui serait basé sur les micro-ondes. Parlerais-tu de la MHD? Parlerais-tu de la MHD? Vas-y, développe, parce que là, magnéto-hydrodynamique. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un concept effectivement c'est une théorie d'un physicien astronome qui s'appelle Jean-Pierre Petit, alors qui a ruiné sa carrière, faut le savoir, parce que il est parti. Il y en a pas mal qui l'ont ruiné comme ça. Ouais, alors lui, il est parti vraiment très très loin, mais c'est vraiment un scientifique à la base de très très haut niveau et qui a développé effectivement toute une théorie sur la méthode de propulsion des objets volants non identifiés, notamment pour expliquer l'absence de banque supersonique quand un objet franchit brutalement le mur du son. D'accord. Et donc il a développé toute une théorie. Alors, il a écrit un bouquin qui est absolument imbitable, bien sûr. Avec mon niveau de terminale économique et sociale, j'ai absolument rien compris. mais en tout cas, c'est une vraie théorie scientifique. Après il s'est barré dans des délires de petits gris. Je sais pas si vous avez entendu parler des fameux petits gris. Ouais, c'est Jean-Pierre Petit, qui les humites, qui il dit qu'il est en contact avec eux, qu'il a appris des trucs de fou. Enfin le mec il est parti un peu très très loin. D'accord. Et il a ruiné sa carrière. Mais en tout cas, pour en revenir à la MHD, c'est vraiment une théorie qui, scientifiquement parlant, est probable. Voilà. Donc ce qui explique effectivement ce genre de phénomène, ce qui peut corroborer en tout cas ce genre de phénomène. Ok. On va peut-être passer du coup, on parlait tout à l'heure de Joseph Allen Hynek. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de lui justement? Alors, je vais essayer de vous retracer magique. Je vais vous retracer globalement. Donc, extraterrestre, je le sais. Android, extraterrestre. Bon voilà, pardon. Ça y est, tu veux prendre ton Galaxy Note 2 pour aller mieux là? Maluche, tu veux dire? Donc oui, Joseph Allen Hynek. Donc c'est pas n'importe qui à la base. C'est quand même à l'époque c'était
c'était pas très répandu d'avoir des grands scientifiques. Non. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est né donc le 1er mai 1910 à Chicago, qui a fait des grandes études d'astronomie, d'astrophysique, de choses dans ce genre-là, à l'université de l'Ohio et tout ça. Donc qui se retrouve en fait après la Seconde Guerre mondiale a travaillé en tant que professeur à l'université d'Ohio et qui a eu donc j'ai bypassé toute la première partie parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, qui a donc été on va dire suite aux événements qu'on a décrits donc en 46-47 Roswell, tout ça, a été contacté très simplement par l'US Air Force. Voilà, ils sont venus. Bonjour monsieur. Humilité. Voilà, en toute humilité. Et puis alors là, c'est ce qui est assez marrant, c'est 3 hommes qui ont débarqué. Et il lui-même a précisé non, ce n'était pas Avec des hommes en noir. Non, mais c'est ça qui est énorme, c'est que lui-même avait précisé non, j'en étais pas. Détendez-vous, parce que c'est un phénomène, les Men in Black, qui est apparu juste après Roswell. Tout à fait. Donc, ou soi-disant dès que tu disais que t'avais vu quelque chose, il y avait des mecs qui arrivaient, qui flashouillaient. Voilà. Regarde mon stylo magique. C'est ça. Voilà. Non, pas celui-là. Et comme il disait, donc ils lui ont parlé de la pluie, du beau temps, tout ça. Non, c'est vrai. Et puis dans ce second, il a dit sinon les soucoupes volantes, vous pensez quoi Et donc là, il leur a répondu franchement pour lui que c'était un gros ramassis de conneries, d'absurdités. Ça a paru de les mettre vachement en confiance. D'accord. Du coup, il leur a demandé de participer au premier projet qui a été lancé à l'époque, donc qui était le projet Sign. Donc qui avait pour but de tuer en fait toutes les suspicions de cas d'UFO, donc d'UFO d'OVNI, donc en français on va dire. On aurait fait un film sur lui, on l'aurait appelé le démystificateur, c'est ça? C'est ça. En fait, son but à la base, il a été employé pour ça, mais parce que il avait aucune croyance en cela. Par contre, il était extrêmement professionnel sur tout ce qui était l'astronomie, voilà, des immenses connaissances sur le sujet. Il fallait quelqu'un qui reste totalement. Donc il fallait qu'il participe à démentir tout ça. Donc ce qu'il a fait pendant un très long moment sur le premier projet, donc qui s'appelait donc Sign, projet qui a très vite été remplacé par le projet Grudge, qui lui avait plus pour but en fait, c'était celui qui avait plus pour but en fait de mettre en avant le fait que c'était les soviets qui pouvaient être responsables des expériences soviétiques sur terrain américain. Il y avait un petit parti pris. Voilà, non mais oui, c'est pour ça que je précisais les circonstances. Nous faut pas oublier être méchants, nous pas savoir. Voilà, on aurait fait ça quelques années avant, t'aurais dit que c'était des nazis. C'est pareil. C'est clair. Ouais. Donc son but c'était ça. Donc les projets ont évolué, ils ont changé de nom et sont apparus en fait les classifications de ce qui s'est appelé donc les Blue Book. Donc qui sont l'ensemble des dossiers comme ce que fait le GEPAN Project Blue Book. Voilà, donc le projet Blue Book, donc qui réunissait via des dossiers concrets tout ce qui se passait là-dessus. Et lui, son but à ce moment-là était toujours de démentir cela, jusqu'à un certain moment où il a commencé à avoir accès à beaucoup d'informations. Et que lui-même s'est retrouvé face à un début de croyance en lui, de se dire attends, mais il y a un problème là. Tu te rends compte quand même. C'est le gars, il n'a aucune croyance, c'est-à-dire qu'il est vraiment pour lui les ovnis, c'était c'est ça, t'as raison, arrête de picoler, on y passe là. Et il a commencé à avoir des doutes, à essayer de recueillir des témoignages, à creuser. Alors la dernière personne qui a pu avoir le plus d'informations, c'était sa secrétaire qui bossait avec lui, qu'elle lui aurait même dit que par exemple quand on l'alpaguait pour lui dire alors sinon il paraît qu'ils ont récupéré les soucoupes tout ça, et il paraît qu'il y aurait, ou à la fin de sa carrière, donc il commençait à vraiment avoir, il a vécu beaucoup dans la douleur à cause de tout ce qui s'est passé, et lui révélait que oui, il savait qu'il y a des preuves d'écrasement de véhicules particuliers, donc toujours inconnus, bien sûr, mais qui ont été récupérés, saisis, zone 51, voilà, tous les mythes partent aussi de là. Ouais. Et c'est lui qui a commencé à creuser cet effet, disant que, il y aurait 60 cas complètement inexpliqués dans les Blue Book, et qui seraient donc des cas de véritables ovnis, non pas des trucs qu'ils n'ont pas réussi à identifier complètement. Non, pour le coup, d'origine extraterrestre. Des vraies preuves d'origine extraterrestre, donc les cas de Socorro, de Roswell, où il n'y a toujours pas d'explication. Après, comme on connaît le concept base de tout ce qui est organisme de sécurité ou d'espionnage, la désinformation est le meilleur moyen de faire oublier les choses, donc on sait qu'il y a les faux cadavres, il y a tout ça, mais il en reste pas moins qu'il y a eu des tonnes de preuves et qu'il en a fait partie. Et qu'il a pu le découvrir, ce qui a commencé à le mettre dans une position assez délicate, quoi. D'accord. Alors je te coupe parce que Roswell est un cas intéressant parce que
dans la tête de beaucoup de gens en tout cas qui ont la vingtaine bien tassée, trentaine, Roswell, ça évoque tout de suite ce qu'on disait tout à l'heure, Pradel, l'autopsie de l'extraterrestre, etc. Magnifique. Et c'est effectivement et évidemment un canular énorme. Faut savoir qu'à l'époque, ça a été médiatiquement parlant absolument hallucinant, quoi. Moi je me souviens, la cassette vidéo, je l'avais achetée par curiosité. Il la vendait chez le marchand de journaux. Bien sûr. Ça a été un cas, où moi je me souviens de la gueule de Pradel. Et regardez bien, cet être n'a pas de nombril. Nous avons le détail du truc. Non mais c'est ça. Mais est-ce qu'il a un trou du cul? Comment ça sort? Ah oui, il y en a. Comment ça sort? Mais non, mais c'était absolument hallucinant. Et là, effectivement, c'est presque ce que tu disais là, la démystification en fait d'un cas qui pour le coup est totalement sérieux dans le sens où Roswell, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Alors, je crois que c'était en 47, si je dis pas de conneries. Non, c'est ça, ouais. C'est en 47. D'une soucoupe qui s'est effectivement écrasée dans la zone 51 et on a récupéré, soi-disant, des cadavres. Voilà. Il y a un qui aurait été étudié et 4. En fait, le truc, c'est que les seules traces qu'ils ont là-dessus, c'est qu'à chaque fois, il y aurait des débris. Voilà. D'où la petite blague du ballon sonde, toutes les conneries qui vont avec, machin. Effectivement. Et il y avait aussi 4 boîtes qui pourraient ressembler quand même à des formes de cercueils ou des choses dans ce genre-là qui ont pu être repérées à ce moment-là, d'où le fait qu'on a toujours pensé que c'était 4 extraterrestres. Voilà. D'accord. Mais ça reste un vrai cas, en tout cas, qui est remonté, effectivement. Après, le problème, c'est qu'il y a eu toute cette dérive. Et de toute façon, aujourd'hui, si il y a une sorte de rejet de beaucoup de gens cartésiens, tout ce que vous voulez, sur le phénomène OVNI au sens stricto sensu du terme, c'est justement à cause de tout ça. Notamment grâce à ça. Oui, je parlais tout à l'heure des reportages Direct 8. C'est juste, mais quand on s'intéresse au sujet et qu'on sait ce qui se cache derrière, c'est déprimant, quoi. Quand on voit des reportages comme ça. Justement, par rapport à ça, je sais pas si vous avez vu, justement, au niveau du parabidule, quand on avait l'autre blog qui traitait de ça, on avait une série de vidéos qui était un espèce de nouvelle série qui était fait par des documentalistes ricains qui s'appelle UFO Hunters. Chambé, et le premier reportage est justement sur ce sujet, sur Roswell, la démystification de Roswell, de savoir ce qu'il en est vraiment et pourquoi il y a eu tout ce ramdam autour de Roswell. Et je trouve ça super intéressant. C'est un truc vraiment à voir, quoi, pour vraiment se mettre dans le bain du truc, quoi. Non, mais c'est vraiment bien foutu. Moi qui connaissais que dalle, franchement, j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Sur notamment le fait qu'ils emmènent des avions blindés de mecs depuis le Texas pour aller jusqu'à Roswell, le Nouveau-Mexique, pour faire mine. Les mecs font mine d'aller travailler en sous-sol à Roswell, alors qu'ils vont travailler autre part au final pour le gouvernement. Enfin, c'est un truc de folie, en fait, quoi. Donc, ouais, mais après, c'est américain. Ouais. Le problème, c'est qu'on aurait été on aurait été dans un autre pays, peut-être qu'on n'aurait pas eu. On n'a pas de sous-sol, nous, c'est non, mais pour moi, le parallèle que tu peux faire, qui a complètement rien à voir, mais le phénomène Roswell, zone 51, c'est comparable au phénomène qu'on a d'information-désinformation avec le 11 septembre. Ouais. C'est exactement la même chose. Exactement. Et ça déclenche les mêmes retours, c'est-à-dire des reportages contre reportages, discussions contre discussions dans tous les sens, des trucs où il y a des mecs qui se prennent la tête, mais faut pas oublier que les États-Unis sont professionnels sur une chose, c'est la maîtrise des médias pour maîtriser le peuple, ça, et que quand tu parles de ça, ils regardent pas ailleurs. Donc c'est aussi malheureux, mais ça aurait été peut-être dans un autre pays, on n'aurait peut-être pas eu ces mêmes effets, mais aujourd'hui c'est quand même un contrôle des masses qui est assez impressionnant, et je te dis, tu le vois encore aujourd'hui avec le 11 septembre, quand les gens parlent de ça, ils pensent pas à autre chose. Ouais. Et quand tu déclares une bonne guerre à quelqu'un, et du coup on voit pas de l'autre sens. Voilà, on oublie que t'es venu juste pour péter le pétrole. Voilà. Tout ça étant, donc revenons à Joseph. Joseph Allen Hynek était donc dans une situation très inconfortable jusqu'au jour où en fait il a rencontré un étudiant qui s'appelle Jacques Vallée, donc un Français. Fameux Jacques Vallée. Ouais, qui a été vraiment vers lui pour lui dire vas-y mec, t'es pas tout seul. Et non, mais c'est quelque chose qui lui a fait prendre confiance. Et voilà, ça c'est fait. Et donc s'ensuit le Find Michael. Justement la création de la classification Hynek, donc qui a été fait en 1972, donc pour essayer de donner des noms, des normes à ce genre de choses. Donc il y a l'original, pas celle qu'il y a maintenant avec les 5, 6, 12, 42, tu vois. Ouais. Donc les premières en fait c'est
par exemple, il y en avait 6 à l'origine, donc lumière nocturne, donc NL, où des témoins voient juste une lumière dans le ciel, machin, 150 mètres de distance, tout ça, c'est très protocolé quand même. D'accord. Voilà. Il y a disque diurne. Donc même concept, des témoins ovnis au lointain, toujours à une distance supérieure à 150 mètres. Les radars optiques, donc c'est un ovni qui est vu à la fois en visuel mais aussi à tester au niveau écran, ce dont j'ai parlé tout à l'heure là avec l'enquête du GIPAN. Ensuite il y a donc la rencontre rapprochée, donc premier type où les témoins voient l'ovni à moins de 150 mètres. Rencontre du deuxième type où là il y a des preuves matérielles en plus, il y a vraiment un rapprochement. J'ai dit une connerie tout à l'heure effectivement. Oui non mais bon voilà, c'est là où on revient sur les cercles de culture par exemple qui sont typiquement un concept de rencontre du deuxième type potentiel. Et enfin rencontre du troisième type où les témoins voient des occupants du vivant, de l'organique, du vivant, voilà, ce qui m'amène donc forcément à parler de ça, c'est que si ça s'appelle rencontre du troisième type, le film, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait Spielberg a travaillé directement avec Joseph Allen Hynek pour la réalisation globale de ça. Et en quoi vous le repérez? Tout simplement que à la fin, quand il y a un petit barbu qui fait les signes et qui gère tout ça, c'est la représentation de Joseph Allen Hynek lui-même. Voilà, et François Truffaut représente en fait, il se passe sous le même nom, mais représente Jacques Vallée. Voilà, donc à sa mort, c'est quelqu'un où même son décès est un petit peu mystérieux, controversé. C'est quelqu'un qui était donc qui limite recherché. Voilà, ça a laissé des tonnes de mythes derrière lui. Comme je vous disais, par exemple, les 60 cas de faits inexpliqués dans les Blue Book, en fait, c'est ce qu'on appelle les X-Files. Ouais. C'est réellement ce qui a créé la légende et la série qui en ressort. Donc c'est un personnage qui est très intéressant. Pas vous le développer plus parce que sinon je pense que je peux y passer 2 heures et ça saoulerait vite les gens, mais donc ça fait partie des sommités dans le domaine. Voilà, c'est limite considéré comme le premier ufologue en tant que tel. Ufologue moderne. Voilà, l'ufologue moderne. Donc c'est un boss quoi, c'est un papa wesh. C'est ça. Voilà. Okay. Vous avez des questions, allez-y. D'accord, pas de problème. Maud, est-ce que tu as des questions justement sur ce sujet? Clair, hein. Il a été clair. Bah oui. Il est formidable, ce monsieur. Oui. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et puis on enchaîne juste après. C'est une très bonne idée. Allons-y. Parce que la bière commence à faire son effet. Ah, pipi. Ouais, c'est pipi time. Pipi time. À tout de suite. Alors, nous revoilà après cette petite pause et nous allons enchaîner avec le n'importe nawak. Car il y a un n'importe nawak dans ce parabidule. Ouais. Voilà, d'habitude il y en a dans le bidule, maintenant il y en a dans le parabidule. Merci. Au prix formidable de... Ça c'est énorme. 595 francs. Exceptionnel. Pierre Bellemare sort de ce corps. Non mais, vous savez quand même que le téléachat ça se fait de père en fils. Pourquoi? Parce que son fils, c'est le mec qui fait le téléachat d'M6. Ouais, c'est pas faux. Je crois que c'était le frère de Michel Drucker. Moi. Non, voilà. c'est son fils. Non, voilà, excusez-moi. Donc, dans le n'importe wak, oui. Je voulais parler d'un petit truc qui a fait un petit buzz. On a dit qu'on parlait pas de notre vie perso. Qui a fait un petit buzz le mois dernier. Tout le monde en a parlé un peu dans les infos. Pendant un discours de Barack Obama. Ouais. Apparemment. Ouais, ça a fait du bruit cette histoire. Apparemment, ils auraient vu un de ces gardes du corps qui aurait eu une forme extraterrestre. Oui, enfin, le mec était en costard, donc une forme, c'était plutôt le visage en fait. Ouais. Il y a une suspicion comme quoi Barack Obama serait protégé par un extraterrestre. Vous avez pas entendu parler de ça? Pas du tout, non. Qui a pas vu passer ce truc-là. En fait, c'est assez hallucinant. T'as Obama qui est en plein discours et t'as des mecs qui avaient pris des photos, c'est normal. Oui, voilà, Maud vous montre la photo, on la mettra aussi sur le post. Et en fait, ça a été pris en Voldemort. C'est carrément ça, il a la gueule de Voldemort. Il y a une vidéo en fait. Ouais. Et il y a plein de gens qui ont mis ça en ligne et qui ont fait le buzz autour de ça, comme quoi en fait Obama serait protégé par un extraterrestre quoi. Donc mais c'est vrai, ou tout simplement un mec qui s'est fait cramer la gueule quoi. C'est ce que je disais au début, moi. Ouais. Ça ressemblait à un grand brûlé. Mais quand tu regardes la vidéo, c'est assez bluffant.
Alors moi au début je crois que c'était une incruste, tout connement je crois que c'était un mec, tu sais c'est facile aujourd'hui de faire nawak avec un ordi, de le mettre au fond et puis le mec il est comme ça, il bouge, il tourne la tête. Sauf que au final c'est plutôt bien foutu et beaucoup de gens ont commencé à relayer l'information, mais moi ce que je comprends pas c'est que je me dis mais... Tu le caches si jamais t'as un mec comme ça. C'est quand même assez bizarre. Alors moi, l'utilises pas en tant que mec de la sécurité. Quoi. Franchement, j'aurais une théorie instantanée, c'est un sketch d'Obama, quoi. Parce que ce mec-là, il a de l'humour. Ouais, il est capable. C'est un méchant geek obsédé de SF. Ouais, et rien que pour le truc, il se tapait un délire. Je suis pas sûr qu'il serait pas capable de ça. Bébert, viens te présenter aujourd'hui. Vas-y, montre-toi, vas-y, monte ta tête là. Bébert, alors voilà, c'est Bébert. aussi c'est Monsieur Capote. Que Une l'APN utilisée pour prendre la toffe était super merdique et que ça a pas su reconstituer un vrai visage. Enfin, ça a été pris de tellement loin parce que là, vous l'avez vu de près, mais en fait, c'est super loin quand tu le vois sur l'original, quoi. Donc, mais sur la vidéo, du coup, ça se voit assez loin, ça se voit aussi, ouais. Donc, il y a personne qui lui a demandé à ce moment-là, non, j'ai pas. Il était près de lui ou il était vraiment. Non, il était vraiment dans le public en fait. Avec des gens autour. Voilà. Ouais, donc des gens. Personne n'a rien dit, si tu veux. C'est ça qui est bizarre quand même. Ouais, enfin bon. Mais bon, ça a fait le buzz, donc c'est bien d'en avoir parlé. Merci Maud. Exactement. Donc tu vas nous parler plutôt de sexualité maintenant. Brigitte Lahaie contre les extraterrestres. Exactement. Oh mon Dieu, Brigitte Lahaie. Non mais vous sortez ça des années 70, quand même, faut le savoir. Il y en a qui ont commencé le porno-tôt ici. Putain. J'ai pas commencé avec Brigitte Lahaie, voyons. Il y avait d'abord Oui. J'adore. La sextape de Dorothée. Monsieur et Madame. Alors, monsieur Kékette, Madame Chun. C'est juste un petit fait. C'est un Chinois qui nous raconte sa fabuleuse histoire d'amour. D'accord. Qu'il a eue avec une extraterrestre. Oh, ça c'est mignon. C'est mignon. Alors l'affaire remonte en 1994, donc c'est pas récent. Un Chinois qui s'appelle Meng Zhaoguo. Ça doit être ça. Ça doit être chinois. Ça doit être chinois. Il doit être chinois. À un moment, il a vu un éclair métallique qui illumine la montagne vers chez lui. Craignant un accident d'hélicoptère, le paysan se précipite pour porter secours. La suite est un peu plus confuse. Il raconte qu'il a perdu connaissance et est revenu à lui prostré et terrifié par les objets en fer. Voilà ce qu'il dit. Ce n'est que le soir venu que l'alien coquine a rendu visite à son paysan. Salut, beau gosse. L'alien coquine. En lévitation qui plus est. Oh bah ça c'est intéressant ça. Ça ouvre des perspectives sympa. Eh mon cochon, je veux pas en lévitation. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Meng Zhaoguo assure que d'autres extraterrestres lui ont rendu visite ensuite. Après, il y a eu un mec. Alors... Cartouche. Alors, par contre, ce qui précise, c'est que apparemment, il n'en voulait pas à son corps, mais ils ont cherché à éveiller sa conscience écologique. C'est quoi le rapport? Je te tiens sur la nouille, après tu feras des trucs verts. Alors, il a raconté aux journalistes qu'ils m'ont montré un morceau de cristal à travers lequel j'ai vu les forêts, les icebergs et les carburants fossiles de la Terre. Ils m'ont parlé de la situation actuelle des ressources de la Terre et m'ont dit qu'il était important de protéger l'environnement. Tout en se faisant pomper, en fait. Voilà, c'est par sympa. un extraterrestre qui exactement. Moi je dis c'est Prends mortel. conscience, vas-y. Arrête de jeter ton caca, utilise-le pour tes champs. Et parce que les aliens savent trouver les arguments qui marchent, ils ont fait une promesse à Meng Zhaoguo. Ils m'ont dit que si d'ici 60 ans naîtrait un extraterrestre qui aurait les gènes d'un paysan terrien et que je pourrais le ou la rencontrer. Raconte le bonhomme quoi. Et il consomme des trucs bizarres. Le récit célèbre en Chine a été authentifié, son auteur ayant passé avec succès le test du détecteur de mensonges. Oui, sachant que tout le monde va le niquer, ce truc-là. Voilà. Une preuve irréfutable que le mec dit la vérité. C'est ça. Ouais. Exactement. En Chine, oui. En même temps, dire une connerie en Chine, ça doit être tendu quand même. Quand on voit comment c'est tendu avec Google, tu te dis que si tu fais une bêtise, ça va pas bien se mettre. Ça m'étonne qu'il soit pas déjà mort d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà, je pense que c'est pas le seul récit qui a été rapporté sur les. D'accord. Comme ça, bah quoi. merci beaucoup, Maud. Voilà. Écoute, on fera J'ai gaffe baisé maintenant. E.T. Ouais. La prochaine fois qu'un extraterrestre viendra nous pomper, c'est pour nous vanter les biens du manger bouger.
Tu m'étonnes. Plutôt sympa. Bah écoute, c'est cool, on fera gaffe, on sera un peu plus attentif et on prendra des capotes extraterrestres. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc nous allons enchaîner avec Chris qui va nous parler d'un magazine dont tu voulais nous parler qui a l'air d'être plutôt une bonne référence au niveau français là-dessus. Oui, alors voilà, ça dépasse un peu du cadre de l'ufologie de base, on va dire. C'est vrai que je suis pas très adepte des magazines qui se font aujourd'hui que tu trouves facilement, genre Aliens, machin, ou bon bah on dirait que c'est Jacques Pradel qui est le directeur, tu vois. Voilà. Sponsorisé par Direct 8. Ouais, voilà, il y a des trucs assez invraisemblables. Non, je voudrais vous parler d'un magazine qui est surtout très 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 peu connu. En gros, c'est un peu le Science et Vie, mais différent. Voilà, ça se présente exactement de la même façon. C'est un magazine donc qui se dit sur les sciences et alternatives. D'accord. Vous allez comprendre vite pourquoi. Donc, qui est d'origine australienne. Donc, très dur à se procurer. C'est parce que pas beaucoup d'unités sont vendues en France, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment la version complète française, c'est pas une traduction, ça n'a rien à voir. Donc Nexus, je vous lire un petit peu le résumé qu'ils en font sur leur site, parce que je pense que ça résume très bien la mentalité dans laquelle ils écrivent leurs articles. Donc c'est au-delà de toute idéologie politique et religieuse, Nexus est un magazine bimestriel en kiosque. Il considère les crises majeures qui défient nos sociétés comme étant d'opportunités de changement. Nous avons le choix entre entretenir le semblant de consensus qui nous conduit dans le mur, soit de prendre l'option de sortir du cadre, de bousculer les dogmes et de dénoncer les grandes mystifications, de revisiter les concepts établis. Bon, je vous passe la suite. Le concept est que souvent ils vont se mettre à développer aussi des théories qui vont contrer ce qui se dit politiquement correct, comme dans les sciences et vie, parce que c'est bien les sciences et vie, je dis pas le contraire, c'est super, c'est génial ce genre de magazine. Maintenant il faut obliger que ce sont des gens à qui on dicte aussi ce qu'ils ont le droit de dire et pas dire. Eux prennent le parti justement de sortir de cela. Donc ça va être comme je vous le disais, en fait, un magazine où vous allez retrouver les mêmes concepts, c'est-à-dire les nouvelles découvertes scientifiques, les nouvelles découvertes sur l'archéologie en cours, comme celui de ces 2 mois-là, donc mars-avril, parle principalement des pyramides, sur les nouvelles informations qui ont pu être découvertes sur le sujet. C'est en rapport avec le documentaire qui est en train d'être diffusé là justement sur le secret des pyramides. Je sais pas, parce que je viens juste de l'acheter en fait pour l'occasion, et j'ai pas encore lu, mais moi je le prends pas honnêtement je le prends pas tous les 2 mois, parce que sinon en fait c'est le genre de truc je me suis même abonné à un moment, mais c'est le genre de truc en fait t'en as trop au bout d'un moment et tous les sujets sont pas forcément passionnants. Mais ils vont pas hésiter aussi à parler des développements qui vont se faire sur les recherches sur la télékinésie, télépathie, parce que malgré tout on pense qu'on veut sur le sujet, il y a encore des recherches en cours, il y a des choses qui se font, mais ils ont aussi, donc c'est là où ça nous intéresse, c'est qu'ils ont des rubriques particulières sur l'ufologie, sur ce qui se fait, et c'est toujours traité de façon très sérieuse, c'est-à-dire c'est avant tout des journalistes scientifiques qui sont là et qui recueillent des informations. Ils s'amusent beaucoup en fait à contrer ce qui va se dire en Science et Vie. Je sais pas si vous avez vu, mais par exemple 10 ans après plus de 10 ans après le 11 septembre, avec tout ce qui s'est passé comme docu sur les oui c'est un complot machin, tout ça, Fahrenheit 911, Fahrenheit et tout ça, on avait eu tous les points, les 10 points plus importants sur le fait que ça puisse être un fake, qui ont été repris par la Science et Vie, si je dis pas de conneries, il y a de ça un peu plus d'1 an, qui sont là pour démentir. Donc on voit bien ce que j'apprécie pas dans ce genre de magazine personnellement, voilà, ça n'engage que moi. Ils sont très intéressants globalement, mais là tout de suite quand on voit ça, c'est qu'ils ont choisi ils ont aucune neutralité dans ce qu'ils évoquent. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite, ils prennent un parti. Voilà. Alors ils vont défoncer la théorie de bidule, le machin, le chouette, le chose, machin. Et du coup Nexus a répondu, en fait ils sont amusés à faire la même chose, sauf que ils ont repris les trucs point par point pour défoncer ce qui vraiment ne paraît pas cohérent comme étant un complot, mais ils ont laissé ils ont laissé du blanc, c'est-à-dire que ça je suis désolé, mais aujourd'hui j'ai pas d'autres explications scientifiques qui puissent m'expliquer pourquoi je sais pas pourquoi un bâtiment se casse la gueule de cette manière-là alors que ça s'est jamais vu avant, alors que la façon dont il s'est écroulé, le temps manière dont il s'est écroulé prend tant de temps dans la physique
physique si c'était libéré dans le vide, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bâtiment en dessous, ainsi de suite. C'est incroyable. Enfin, c'est vrai que là, c'est un peu hors sujet, mais c'est vrai que ce fameux reportage de Fahrenheit 911, très intéressant. On en pense qu'on veut. On en pense ce qu'on veut, mais il y a des choses. Enfin, et typiquement sur justement la manière dont s'écroulent les bâtiments avec des, tu sais, les photos, enfin le zoom sur les mini-explosions juste qui sont inexplicables aujourd'hui, parce que il y a des fausses théories sur les conduites de gaz qui pèteraient en amont, machin. C'est impressionnant parce que bon, après effectivement on en pense ce qu'on veut, mais c'est il y a quand même des trucs bizarres, quoi. C'est quand même bien louche, quoi. Enfin, après qui dit, pour en revenir sur notre sujet, excusez-moi, vous citez un petit alors s'il vous plaît, arrêtez, putain de merde. C'était pour je suis vraiment un parasite dans ce podcast. C'était pour recentrer, pour pas qu'on s'éloigne et pour expliquer pourquoi Nexus a sa place dans l'ufologie. C'est des fois il y a des petits articles rapides qui m'ont interpellé. C'est par exemple sur un des premiers numéros que j'ai lu, parce que c'est un magazine que m'avait conseillé un collègue. On pouvait découvrir par exemple qu'il a été détecté sur nos satellites machin un objet qui allait rentrer dans notre atmosphère. Donc jusque là pas d'anormalité, quoi. Ça peut être un résidu d'un de nos satellites, une pierre, n'importe quoi, un météorite, tout ça. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'au dernier moment, ce machin qui avait une courbe bien tracée s'était mis à changer de cap brusquement. Donc voilà, ils disent on peut pas expliquer ce que c'est, ça a pas l'air d'avoir une volonté particulière, mais on aurait presque pensé qu'il y avait l'obligation de mettre l'hypothèse qu'il y a une réaction, donc je parle pas d'une réaction, un moteur qui a enclenché un changement de la courbe, parce que c'est pas une rentrée, un rebond sur l'atmosphère bien établi, quoi que ce soit, c'est avant même qu'il rentre dans notre périmètre que d'un seul coup il a pris un grand virage. Donc voilà, c'est des petits articles là-dessus sachant qu'ils recueillent leurs informations auprès de la NASA. Par exemple, ça c'était attesté comme étant information provenant de la NASA, machin et tout. Donc ça ne va pas te lancer des grandes hypothèses, ça va pas être en train de te dire t'as vu, E.T. il a finalement décidé de changer, ça pour les vacances, finalement je vais aller ailleurs. Merde, je vais aller sur Vénus parce que je vais aller ailleurs. La météo est un peu pourrie là. Ils vont retracer il faut que relayer la vérité au final. Essayer en tout cas comme ils le peuvent de développer un peu les infos là-dessus. Donc il y a toujours les observations majeures, des théories sur l'ufologie et des infos en bref qui sont crachées sur tout ce qui est différent des phénomènes, des choses dans ce genre-là. Donc c'est un magazine que je vous conseille vraiment beaucoup. T'as moyen de le récupérer comment justement en fait ce magazine ? Alors il suffit d'aller sur leur site nexus.fr et là vous pouvez aller vous acheter, malheureusement ils ont des anciennes versions qui sont en numérique et autres, vous pouvez avoir tous les lieux où ils sont vendus. Déjà une carte précise de tout ça et une présentation rapide des articles du mois. Donc ça évite de se lancer dans un truc où vous pouvez le regretter, quoi. Je sais pas, moi il y en a certains, tu vois, l'imposture scientifique, VIH égale sida décrypté. Bon, ça m'intéresse, mais c'est moins dans mes délires, tu vois. D'accord. À l'inverse, t'as des recherches sur l'autisme, t'as plein de trucs dans ce genre-là, ou un article, moi, qui m'a fait triper dans le Nouveau, où ils ont expliqué que, par exemple, c'est faux, l'utilisation du fer à cheval, en fait, est très mauvais pour l'animal. Enfin, ça va te parler vraiment de tout, mais ça reste toujours scientifique, quoi. C'est hyper intéressant. Et ils n'hésitent pas, eux, à dévier, c'est-à-dire à sortir des jalons de base de la physique en disant voilà, ça peut pas exister parce qu'on peut pas l'expliquer. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans ce magazine et que moi je trouve qu'on retrouve trop dans d'autres magazines scientifiques. En fait, ils défendent l'idée que une remise en question n'est pas forcément mauvaise en soi. Non, quoi. Sans aller t'inventer un alien qui débarque ou quoi que ce soit. Ça reste neutre et factuel. Voilà, la c'est super neutre. C'est plus abordable qu'un Science et Vie, parce que des fois les Science et Vie sont un petit peu violents au niveau culture. Faut vraiment pas être une quiche en c'est un peu vulgarisé. Là, c'est un peu plus vulgarisé. Il y a des dossiers qui sont vraiment bien étayés. Je sais pas si je vous l'ai bien vendu, mais franchement, essayez-le une fois, parce que ça, c'est un magazine qui mérite le détour et qui fait un peu, pour vraiment le définir, en fait, ça me fait penser à toujours le parallèle qu'on donne entre les gens qui mangent la télé et qui croient les médias et ceux
va se passer en mode 2.0 de l'information et vont chercher l'information qu'ils souhaitent sur le net. Bah, Nexus, c'est un peu ça. J'ai un peu la même relation avec ce magazine que j'ai avec Internet, c'est-à-dire c'est l'information différente, alternative, celle où tu retrouves quelque chose qui n'a pas l'air d'être volontairement déformé par une politique ou par une bienséance une bienséance volontaire de ce qu'on voudrait imposer à notre société. C'est intéressant dans le dernier là justement, je reviens juste petit aparté sur le sujet sur les pyramides, parce que justement j'en ai entendu parler, on en a parlé hier dans le plan B qu'on a enregistré très rapidement. Et c'est typiquement un parallèle qu'on peut faire avec l'ufologie, parce que en fait c'est quelqu'un, alors je sais plus qui c'est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais qui s'est décidé d'étudier les pyramides, mais de manière totalement factuelle justement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens, de spécialistes qui se battent pour dire non, c'est comme ça qu'on a fait, non, c'est comme ça qu'on a fait, non, ça c'est comme ça parce que, non, c'est comme ça. Enfin voilà, c'est des querelles un peu de spécialistes. Lui a décidé de prendre ce problème-là sous un angle totalement neutre et juste d'être extrêmement factuel. C'est-à-dire qu'il a ça mesure tant. On a un angle qui est comme ça tout le temps. On a toujours le nombre d'or qui revient. On a toujours une orientation vers ça. On a toujours et il fait tout un état des lieux comme ça des pyramides égyptiennes, avec justement ce phénomène de densité de pierre. Alors ça, je rentre pas dans les détails, mais qui dit aujourd'hui on constate ça. Moi, j'explique pas, je dis juste c'est comme ça. C'est tout. Et finalement, l'approche de l'ufologie, c'est ça. Enfin, l'ufologie dans son essence, c'est ni plus ni moins que de faire du factuel et de tout mettre à plat sur un plan. Exactement, et d'étudier et d'en tirer les conclusions ou pas, mais en tout cas de dire on a constaté ça. C'est pas forcément essayer d'élaborer des théories. Exactement. Alors ce qui est très compliqué dans l'ufologie finalement, c'est que quand tout est basé seulement sur des témoignages. L'humain est ce qu'il est, il est forcément faillible dans son observation, dans son interprétation de ce qu'il voit. Voilà, exactement. Et du coup, c'est compliqué d'étudier un phénomène basé que sur des témoignages humains. Même quand on est face à des phénomènes de vagues, comme on a pu en avoir, alors je parle de mémoire, c'était en novembre 90 en France, ou même en 89 en Belgique, la fameuse vague belge, en pleine guerre d'Irak, alors avec les conclusions officielles que... voilà, bon, bref. Et à l'époque, merci. Ouais, bon, c'est ça, je pourrais en parler des heures de cette vague belge, parce que mais en tout cas, ce qui est intéressant du coup, c'est typiquement un cas comme Trans-en-Provence, c'est qu'on a des preuves matérielles et c'est juste et c'est ça que finalement, alors faut savoir que le GEIPAN est encore aujourd'hui très critiqué, alors qu'ils ont une approche très scientifique des choses, mais leurs conclusions sont souvent remises en question, tant des conclusions, j'ai envie de dire, c'est expliqué, où là t'as les ufologues les plus acharnés qui vont dire non, c'est des conneries. Enfin, typiquement la vague de novembre 90, quand ils ont dit que c'était en fait des débris d'une station spatiale qui étaient rentrés dans l'atmosphère et qui expliquaient ces vagues là, je veux dire, il y avait beaucoup de gens qui étaient ufologues, amateurs ou non, qui ont dit non mais arrêtez quoi. Enfin, peut-être qu'il y a eu ça d'observer, ok, mais il y a eu autre chose. Enfin, on ne peut pas tout remettre sur le dos de cette rentrée atmosphérique. Et à contrario, un cas comme Trans-en-Provence, qui est aujourd'hui pour le GEIPAN un cas non expliqué, il y a toujours des gens qui vont faire des contre-expertises et qui vont dire mais si, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a des gens qui n'arrivent pas à admettre le fait de dire en fait on sait pas, je sais pas, ça gêne, mais c'est comme le changement, ça fait partie des choses que l'humain n'aime pas par définition. L'humain n'aime pas le changement et n'aime pas ne pas comprendre, la remise en question, tout ça, c'est très dur, très compliqué. En tout cas, pour ceux qui sont amateurs, moi je vous conseille d'aller faire un tour sur le site du GEIPAN. Donc c'est cnes-gipan.fr, je crois. Je crois qu'il faut passer par le portail du CNES, et tous les dossiers sont aujourd'hui accessibles. Oui. Donc, effectivement, ça a été l'année dernière, je crois. On peut aller, ou quelque chose, 2 ans, ou je sais pas, mais c'est assez récent. Tout ce qui est photos et vidéos d'archives aussi. Toutes les archives sont et tous les, comment on appelle, tous les articles en fait, tous les dossiers, voilà. J'ai du mal moi dedans. X-Files. Une autre 3e bière s'il vous plaît. Et donc en fait tout est
tout est inspectable. On peut voir les rapports officiels. C'est hyper intéressant, je trouve. Moi, j'avais été m'en fait voir. C'est pas un truc où on lit tout, quoi, mais j'ai été prendre quelques petits trucs pour découvrir un peu comment c'est fait, en fait, quoi. À quoi ça ressemble un dossier officiel sur une recherche d'OVNI à l'heure actuelle en France, en tout cas, quoi. Et c'est marrant de voir qu'on fait partie des pays qui sont engagés sur le sujet et qui hésitent pas à en parler. Ouais, ça c'est cool. Et ben voilà, heureusement qu'il y a encore aussi des gens comme vous, messieurs, qui nous permettaient de profiter justement de cette science et de cette culture. Voilà. Juste pour revenir à un truc, moi, je voulais vous partager un peu mon expérience personnelle. J'ai aussi découvert ce milieu-là qui m'a vachement intéressé quand j'étais gosse. On en parlait tout à l'heure en lisant Science et Vie Junior que j'ai surkiffé. Oui, vous avez des excellents articles sur ce sujet. Des fois, ils avaient des trucs un peu fantasques du genre, on va développer certaines races d'extraterrestres qui étaient pas forcément une très bonne idée, je pense, de faire croire aux gens qu'il y avait des mecs avec des tronches longues de 10 mètres avec des oreilles de ouf. Ah, je me souviens de celui-ci. Ouais. Je crois que c'était en fait en fonction de conditions atmosphériques, etc., à quoi pourrait ressembler un être vivant sur cette planète. S'il y avait beaucoup de sable et beaucoup de vent en même temps, il n'y avait pas de nez ni de bouche, pas d'oreilles. Très orienté darwinisme. Avancer par rapport. Je trouvais ça cool aussi. En fait. C'était très bien. Les dessins étaient intéressants. Cool, oui, en plus, je me souviens très bien. Je crois que je l'ai encore. C'est la xénobiologie là. En fait, tu voyais la couverture. Je me rappelle, c'était un simili Albert Einstein avec des cornes derrière. Oui, tout à fait. C'était assez marrant. Donc, je le recommande aux plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas encore Science et Vie Junior. C'était vachement bien, quoi. J'ai découvert plein de trucs et il y avait des cadeaux mortels des fois avec, notamment pour fabriquer son propre fromage. Super. C'était un excellent magazine. D'ailleurs, ils avaient fait un article assez intéressant, très vulgarisé. C'est ça qui était intéressant. Parce pour les jeunes, c'est cool. Science et Vie Junior, moi, effectivement, je disais ça quand j'avais 12-13 ans. Donc, c'était vraiment une approche très vulgarisée de la science et des phénomènes. Et c'était vraiment super. Ils avaient fait un article justement sur la vague belge, la fameuse vague belge de 89. Voilà. Avec le F-117A. Mon Dieu. Les effets qui piquent. Et ben nous du coup on va enchaîner, on va faire une petite liste non exhaustive bien sûr de certains films qui ont traité un petit peu des ovnis au fil des ans. Donc on va remonter au moins jusqu'en 1952 déjà. Voilà, on va commencer avec un des premiers films qui s'appelait Le jour où la Terre s'arrête. Avec Keanu Reeves. Qui a eu un super remake fantastique. Mon Dieu. Donc voilà, en 1952 avec Michael Rennie et Patricia Neal, à l'époque des gens que nous ne connaissons absolument pas, réalisé par Robert Wise. Donc voilà, c'était G. Wells, je crois, qui avait écrit là. Me semble-t-il, G. Wells qui a... je pense, c'est un ouf celui-là, c'est très intéressant à lire ce qu'il a fait. Ouais. Toi, t'aimes bien ce genre de délire. C'est un mec c'est quand même un des premiers qui avait écrit sur invasion extraterrestre, voyage dans le temps, homme invisible, tout ça vient de lui. C'est un peu une référence, quoi. Voilà. Et justement, juste après, il y avait bien sûr La Guerre des Mondes, le premier du nom, de 1953, réalisé par Byron Askin. Excellent. Donc le premier, il n'y avait pas que les effets spéciaux Steven Spielberg, bien sûr. Mais franchement, déjà à l'époque, il était vachement bien. Moi, je l'ai vu il y a pas très longtemps parce que je l'avais rechopé. Vachement intéressant à voir. Et franchement, pour l'époque, je trouve que c'était pas si mal fait que ça, quoi. Donc et il a une toute autre dimension que le remake de Spielberg. Clairement. Mais carrément, la prise de position n'est pas la même. En fait. Bon, alors Spielberg a fait un remake que j'ai bien aimé sur l'esthétique, parce qu'il reprenait les codes de la science, de la SF des années 50 justement, les bras un avec peu les tripodes, voilà exactement. Ouais. Donc ça, j'avais bien aimé ce parti pris. À côté de ça, l'histoire autour était un peu. Voilà. Je suis désolé, ce film. Non, mais je partage ton avis. Donc on va remonter là, on va aller beaucoup plus tard parce que du coup on était de 53, on va passer à 78, Rencontre du troisième type, bien sûr. Forcément. Et voilà, de Steven Spielberg. Donc on en a parlé tout à l'heure. Film intemporel, j'ai envie de dire, parce que franchement. Ouais, c'est un monstre. Ce truc-là. Ouais. Même au niveau de, je sais pas, de la folie qui est dégagée par certains personnages. Pour les gens qui n'ont pas vu, on va pas spoiler, même si c'est un peu Dreyfus, trop tard. C'est juste incroyable dans ce film. Avec sa purée, quelque chose de fantastique. Il y a une mouche morte dans ma purée. Je répète les phrases de la petite qui parle avec Richard Dreyfus.
Ah mais moi, la scène de la purée, mais la scène de la sculpture sur glaise où il pète un câble. Mais sans déconner, tu t'imagines bien en plus ce genre de psychologie à ce moment-là. Tu es tellement obsédé que voilà. Quoi. C'est un film intéressant à plusieurs niveaux parce que au-delà du film de SF de référence, bon, c'était quand même la grosse période de Spielberg. C'était quand même son apothéose à cette période-là. Ouais. Mais ce film est intéressant quand on s'intéresse à l'ufologie parce que finalement il y a tous les codes il résume finalement en un film tout un ensemble de témoignages, d'observations et de cas. Typiquement la scène de la voiture qui s'arrête devant la ligne de chemin de fer. C'est des choses qui ont été reportées dans des cas d'observation où il y a plus d'énergie, il y a avec plus cette rien. Espèce de champ de force qui est dégagé. Exactement. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Les marques physiques après observation, les marques de brûlure. Tout ça, ce sont des choses qui ont été reportées par des gens. Je trouve qu'il a fait très fort à l'époque pour retranscrire sans trahir vraiment ce qui était factuel. Et cette fameuse scène au début avec les fameux, alors je crois des P-40, les avions américains, je sais retrouvés dans le désert, c'est absolument génialissime parce que alors le triangle des Bermudes, ça serait un bon sujet. Ça, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Et c'est vrai on va faire une liste, les mecs. Oui. Enfin bon, bref, ce film résume à lui seul tout un tas de choses. Je pense que tout ce qui vient derrière, vraiment, doit vraiment beaucoup à Spielberg et à Rencontre du Trésor. Ouais, et les effets spéciaux de l'époque. Allen Hynek. Ça a pas tellement vieilli, quoi. C'est juste formidable. Voilà. Un magnifique film. Ça a toujours de la gueule, moi je trouve. Ah oui, c'est clair. Donc pas longtemps après, nous avons eu formidable en 1978, exactement, qui est sorti à la même époque, un film de Jean Giraud qui était Le Gendarme et les extraterrestres. Ah, tu l'as mis celui-là. Oh mon Dieu. Alors à la base, normalement, je devais choper la musique qui était fantastique, une musique de Raymond Lefebvre, qui a beaucoup œuvré pour la musique à cette époque. C'est le frère de Jean. Je sais pas du tout. En tout cas, il était très reconnu pour faire toutes les musiques de films français à l'époque. Oh la vache. Il a un style assez reconnaissable. Oui. C'est lui qui a aussi bossé sur La soupe aux choux. Voilà ce que j'allais dire. Voilà. Donc le gendarme et les extraterrestres, bien sûr, qui avaient besoin d'huile pour pouvoir parouiller et remonter dans l'espace et se barrer. Un chef-d'œuvre de cinéma français, ça. Ah bah oui, justement, en 1981, derrière, nous avons eu la joie et l'immense honneur de pouvoir retrouver ceci. La soupe aux choux. Merci la denrée. J'ai quand même bien foutu les étoiles. Donc en 81 par Jean Giraud toujours. Merci pour ces chefs-d'œuvre. Ah mon Dieu. C'est comment décrédibiliser un sujet. En 2 films. Le mec il balèze. C'est surtout que les extraterrestres accueillis par 2 vieux qui pètent, quoi. Excuse-moi, mais franchement, quoi. Et quand tu as la gueule de l'extraterrestre, bref. Bon, on s'est dit que l'année suivante, en 1982, est sorti un film un petit peu plus classe sur le sujet, qui était E.T. l'extraterrestre, par toujours Steven Spielberg. Magnifique. Qui est juste une poésie en film. C'est ça. C'est exactement. Magnifique. J'avais l'impression vraiment c'est un rêve de gosse, quoi. Donc. C'est ça, et c'est un film que j'ai revu il y a pas très longtemps parce que ça faisait des années que je l'avais pas vu. Ouais. Et je l'ai acheté en Blu-ray parce qu'il est sorti. J'ai pas vu la copie Blu-ray, moi. Écoute, franchement, une très très belle. Très belle. Je sais, j'ai plus le terme en tête. Tu vois ce que je veux dire. Très beau portage. Très beau portage. Non, excellent. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est juste sublime, quoi. Voilà. Très beau film. Et bravo à Drew Barrymore pour avoir continué à grandir. Et pour être devenu ce que tu es devenu. Donc, Drew, je te salue parce que tu écoutes forcément le Paradis. Chapiteau. Donc, en 1985, parce qu'entre deux, il n'y a pas eu grand chose en fait. Il y a eu Les Envahisseurs sont parmi nous, donc servait à que dalle comme film. Nous avons eu Cocoon de Ron Howard en 85. Oh ça, mon Dieu, Cocoon, c'était génial. Exceptionnel. J'ai halluciné quand j'ai vu ça quand j'étais gosse. Je comprenais pas. J'étais là. Qu'est-ce qu'ils font dans la piscine, les petits vieux là, dans la piscine. Extraordinaire film. Ouais. Avec l'acteur qui joue dans Police Academy, si j'ai bonne mémoire. Oui, exactement. Steve Guttenberg. Ouais, c'est ça. Voilà.
Magnifique. Excellent. Très bonne mémoire, c'est magnifique. Ouais. Ensuite, de Joe Dante, on a eu Explorers aussi en 85 avec Ivano qui est River Phoenix. Alors ça, pour le coup, c'est un... Ouais, je te coupe à chaque fois parce que c'est vrai que c'est des souvenirs qui reviennent comme ça. Mais Explorers, c'était un film que j'avais vu effectivement à la télé à une période de Noël. Je crois que c'était sur la 5 à l'époque. La 5, la meilleure chaîne de télé. C'est la meilleure chaîne de télé du monde, quoi. Et ce film avait complètement fait rêver, quoi. C'était donc 85, je devais effectivement, alors j'ai peut-être vu un petit peu plus tard, mais je devais avoir 9-10 ans, quoi. Ouais. Et c'est un film j'ai 35 ans, ouais, merde. Et c'est un film qui est totalement génial. Alors la fin, je l'ai revu il y a pas très longtemps aussi. Ouais, ça pique un petit peu. La fin pique un peu, mais tout le début où il y a cette espèce de rentrée en contact et tout, de construction du vaisseau. Enfin, c'est vraiment un kid movies que je pense que c'était une époque charnière en fait pour ce genre de film, hein, parce que juste après en 85, t'as eu un film de John Carpenter qui était Starman. J'ai pas vu celui-là. Qui est pas forcément très très intéressant pour le coup. C'était pas terrible ça. Non, ça sentait un peu la paillette quand même, ce film. Avec Jeff Bridges et Karen Allen. Suivant 87, un film de John McTiernan, Predator bien sûr. Avec une petite bébête qui vient faire chier Schwarzenegger dans la forêt. C'est ça. Ouais. On paye ta forêt quand même. Mais bon. Paye ta jungle. Bon, c'est plutôt l'OVNI hostile, là, on va dire. C'est des mecs qui sont venus avec cartouches illimitées, quoi. C'est une rencontre du 6e type. Ouais, carrément. C'est ça, c'est un mort, en fait. Hein. Voilà. Il y a des morts. Je me demande si rencontre du combien de types deux doigts type quand tu rentres dans quelqu'un. C'est le 69e type. C'est le 69e. L'année suivante de John Carpenter, il y a eu en 88 The Live avec Roddy Piper et Kev David, qui est pas forcément resté dans les consciences générales. Non, je connais pas. Voilà. En 91, il y a eu Predator 2, qui était une sombre merde avec Danny Glover. Merci. Putain, merci. Oh là là. Non, putain. merde, non, mais je suis content. Je suis content parce que en général, quand je dis ça, les gens me regardent avec des yeux. Moi, j'adore ce film. Bah, tu vois, comme ça. Je sais pas, je suis fan, moi. En fait, non, je le trouvais trop glauque et j'aime pas l'univers en fait. Série B en fait. Je crois que je le kiffe juste parce que t'as une tête d'alien dans les comment on appelle quand il rentre dans son vaisseau et qu'on voit tous les trophées. Parmi les trophées, puisqu'à chaque fois il récupère les têtes et tout, et parmi les trophées il y a une tête, il y a un crâne d'alien. C'est exact. Je trouve le début de ce film trop chiant en fait, quoi. Ouais, puis c'est vrai que l'atmosphère urbaine comme ça. Mais moi je croyais au début que c'était dans le futur en fait, tellement c'était barré quoi. Les mecs, c'est Los Angeles. Avec quand même une magnifique prestation de Danny Glover. En 95, du coup, un film de Roland Emmerich, Stargate, La Porte des Étoiles. Magnifique. Qui a posé quelques jalons. Quelques fanas derrière après, notamment les petits jeunes là. C'est dommage parce que je trouve que c'est un film qui est un loupé catastrophique au niveau lancement, parce qu'en fait c'est un film qui a quasiment que marché sur le DVD, quoi. Alors à la sortie, tout le monde qui l'a boycotté. Quand même à l'époque, la sortie du film, moi je me rappelle. Ouais, mais non, ça a pas vraiment bien marché, quoi. Et c'est qu'en DVD, et moi je trouve c'est un monstre. Nous avons la demoiselle ici qui déteste l'univers Stargate. Oh mon Dieu. Toi, je ne le prononcerai pas. Du coup, la suite en 96, un autre film de Roland Emmerich qui a été très productif, Independence Day, bien sûr, avec Will Smith et Bill Pullman. Que dire, une fois, les Américains, encore une fois. Il y a un peu trop de drapeaux. Ouais, ça pue un peu trop le patriotisme. Ouais, et genre le président qui va désinguer les aliens avec son avion. Ça j'adore. Excuse-moi, c'est tout à fait crédible. C'est énorme. J'imaginais trop George Bush face à l'époque. Oui, c'est vrai que ça passe pas mal, ouais. Surtout le père, ouais. Donc voilà, quoi. Mais ceci dit, alors bon, j'ai bien évidemment pas vraiment aimé ce film, mais ça reste quand même une bonne claque visuelle. Je suis allé le voir au cinéma la première fois. Moi aussi, ouais. Et c'est vrai que à partir du moment, c'est un peu comme en Transformers, tu vois un Michael Bay, tu poses ton cerveau. L'invasion était pas si pourrie que ça. Non, et puis il y a voilà, c'est très divertissant. Il y a à quel âge on l'a vu, quoi. Oui, voilà, moi je trouvais ça sympa à l'époque. Tu dis quel âge? Après, quand tu le revois 96, ouais, j'avais 20 ans, 19-20 ans. Bon, c'est vrai que les vaisseaux étaient relativement bien foutus en plus. Mais les effets spéciaux d'Independence Day pour l'époque en tout cas étaient assez impressionnants, la manière de V
en fait, très grand. Ouais, exactement. C'était Puis il y a deux trois situations comiques. Je me souviens notamment de cet extraterrestre tiré sur le parachute dans le désert avec Will Smith dans la carapace. Ça, quand tu mets une golden dans le bordel, l'autre il a un exosquelette, Will Smith il arrive, il lui met une choquette et pouc, allez, je te il y avait des trucs assez sympas dans ce film quand même. Donc a été attendu aussi par les gens un petit peu plus un peu plus caustique. En 97, Mars Attack sur de Tim Burton. Bien sûr. Franchement, moi j'ai surkiffé ce film. Mais c'est incroyable. Je suis un fan incontesté de Tim Burton, donc voilà. Le Men in Black qui a fait son apparition la même année de Barry Sonnenfeld en 97. Donc voilà, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qui était un peu établi sur une légende urbaine. Chez nous, c'était inconnu, quoi. C'est moins marrant, je pense aussi en plus pour nous, parce qu'aux États-Unis, c'est un gros phénomène, quoi. Les Men in Black. Enfin, on retrouve aussi dans Fringe, parce que en fait les Watchers c'est quoi, c'est les Men in Black en fait. C'est parce que en plus à l'époque ils se portaient des chapeaux et tout, dans les descriptions qu'il y avait tout le temps, c'était tout le temps des chauves ou des gens sans pilosité, même au niveau des sourcils et autres et tout, des gens qui mangent très épicé. C'est ça. La même année, on a eu le 5e élément de Luc Besson, qui était pas forcément non plus sur le truc de l'OVNI en tant que tel, parce que c'était vraiment dans un futur imaginé, là, on va dire. Il y a eu Sphère de Barry Levinson. Très mal apprécié, je pense. J'ai pas non plus trop accroché, faut dire. Mais pourtant, j'adore Barry Levinson. C'était pas mal, en fait, je trouve, moi. J'ai très peu de souvenirs de ce film, en fait, pour être tout à fait honnête. Voilà. En 98, un film tiré de la série, bien sûr, The X-Files. Ça, on pouvait s'en passer. Non, les films, pour moi, c'est les sombres merdes, quand même. Hein. Le premier se laisse regarder. Ouais. T'aimes bien l'attaque des abeilles, toi. Non, mais si tu veux, ce que j'ai apprécié dans ce premier film, le deuxième était complètement inutile. Voilà. Mais le premier avait le mérite de faire une transition entre deux saisons. Ouais. Pour les gens qui suivaient la série, voilà, cool. Et c'était bon, c'était un concept, voilà, bon. Non, le film enfin, ce que j'ai apprécié, c'est que le film se calait bien dans la série. Ils sont restés fidèles à la série. C'est ça que j'aimais bien. Au-delà, alors le deuxième, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Surtout que c'était tout sauf du X-Files. Clairement, c'était juste finalement une enquête policière sur un mec complètement dingue. Moi, perso, je l'ai même pas vu. Il y a qu'une scène qui m'a fait rire, c'est cette fameuse scène où il rentre dans le bureau, où il y a la photo de George Bush et t'entends la ça c'est très drôle, mais c'est le seul moment du film qui vaut le coup, donc ça dure 5 secondes si vous avez allez sur YouTube, ça vous faites pas chier à regarder le film. C'est clair. En 2000 de Brian De Palma, il y a Mission to Mars, donc là c'est plus de l'investigation des gens qui vont sur des autres planètes. My God. Voilà. Alors quelle catastrophe ce film. Un gars avec Gary Sinise, qui est un très bon acteur, qui a fait pas mal de merde. Mais c'est juste parce que c'est un film qui a été lancé juste sur la suspicion du visage qu'on a vu en photo. Absolument. Tout à fait. Ils ont juste lancé ça pour ça et mais c'est la merde. Une catastrophe. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant avec ce film. Mais pourtant il y avait quelques acteurs sympas, il y avait un sujet qui aurait pu être sympa, mais puis Brian De Palma quand même, on ne parle pas de n'importe qui, mais comme quelle sombre merde. Alors à l'époque, il est pas dans ma liste, mais à l'époque est sorti exactement en même temps un film de John Carpenter qui s'appelait Ghost of Mars, qui était carrément mieux. avec un habitant de Mars qui ressemblait à Marilyn Manson quand même. Oui, quand même. Ouais. Bon, juste qu'il aurait pris un petit peu trop de prod, tu vois, parce que c'est un peu rock'n'roll comme ça. L'année suivante, deuxième Men in Black de Barry Sonnenfeld, bien sûr. Monsieur Night Shyamalan en 2002, Signs. Donc Signe, avec l'histoire des crop circles. Tout à fait. Et je le trouve, il est très très mal apprécié, je pense. Moi, j'ai pas mal aimé en fait cette ambiance. Ce qui a gêné les gens, c'est qu'il est très long à amener le sujet du film. Ouais, mais justement, en fait, il est hyper. Ouais, de l'autre côté, il fait tellement humain et bien vécu en fait que je sais pas, moi, le fait par exemple qu'on voit très peu les extraterrestres, ça te fait vraiment penser à l'investigation telle que tu le vois dans tous les reportages. Tu vois, c'est jamais flou, c'est toujours flou, pardon, c'est jamais très net, machin. Tu les vois que passer et ce moment de frayeur qui sait bien mettre en avant, je trouve, où t'as juste les doigts de la créature qui passe sous la porte. Tu vois, ça j'adore. À partir du moment où il y a Joaquin Phoenix dans un film, c'est un bon film, donc voilà. Un petit peu de parti pris de ma part. Oui. Neutralité, monsieur. Voilà. En 2004, un film de Paul W.S. Anderson qui est Alien vs Predator, qui réunissait deux univers que nous connaissions bien. Voilà. Moi, j'ai bien aimé.
Ouais. Perso, ouais, j'ai bien aimé. Enfin, pareil, toujours pareil. Hein. Moi, je suis très. Moi, c'est l'idée du match qui me plaisait aussi. Mais je suis très cinéma popcorn, donc c'est le genre de film que je. Non, mais bon, au-delà. Non, mais je suis très partagé. Hein. Moi, je le revois encore de temps en temps parce que j'aime bien. J'attendais tellement le croisement des deux univers que voilà, de le voir enfin, c'était chouette. Maintenant, il y a des moments, c'était un peu raide, quoi. Ouais, enfin, bon, quand t'as vu le deuxième, t'apprécies vachement le premier, quand même. Ah oui, la cabane au fond des bois, je sais pas quoi, avec des aliens dedans, là. La cabane au fond du jardin. Ouais, avec des super acteurs en plus. Oui, c'était très crédible. Voilà. Monstrueux. En 2005, un film de Steven Spielberg, on en a parlé tout à l'heure, La Guerre des Mondes, bien sûr, avec Tom Cruise et Dakota Fanning. Quelque part, c'est pas non plus le archi mauvais, parce que bon, t'imagines bien si jamais il y a une invasion que ça serait le bordel à ce point-là, je pense, et qu'il y aurait du flingue et de la bagnole et des gens qui te roulent dessus. Ah, mais visuellement, ça a de la gueule, je dis pas le contraire. Ouais. Je pense qu'au niveau du bordel, ça serait bien ça. Après, peut-être pas les histoires comme on l'a vu. Bon, forcément, faut que ça soit romancé, faut que ça plaise à tout le monde de toute façon. Donc, ça reste, d'un certain côté, en tout cas sur la conclusion, hein, ça reste assez fidèle à l'œuvre. Ouais. Donc, par contre, la fin qui arrive tout de suite dans ta gueule, t'as pas le temps d'apprécier. Oui, c'est fait très rapide. Ouais, très bâclé. On boucle le film. Hein. Là, j'ai piscine. Donc on se casse. Le jour où la Terre s'arrêta, ensuite. Magnifique. Voilà, donc remake, on en a parlé avec Keanu Reeves. Petit pamphlet écolo, on va dire. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ah, je suis content que tu l'aies mis dans ta liste. Voilà. Ouais. C'est pas des extraterrestres. En 2008. C'est des créatures transdimensionnelles. Ah, voilà. Non, mais ça raccroche aussi à ce qu'on disait, où ça fait partie des multiples théories possibles. C'est pas forcément des aliens qui vivent sur une autre planète, là, c'est carrément une autre dimension. Mais il fallait le mentionner, parce que c'était l'idée générale du truc. Il est très critiqué parce que le résultat est un peu particulier. On a touché à Indiana Jones, mais je trouvais qu'il respectait en même temps vachement l'univers d'Indiana Jones, que s'il y en a un qui devait découvrir les extraterrestres, au final, je trouvais ça classe que ce soit lui, quoi. Moi, en fait, j'ai pas trop aimé ce film, juste pour une raison, juste pour Shia LaBeouf, que moi, il me saoule. En fait, je l'aime pas trop. Il me saoule aussi, ouais. Je l'ai pas. Je suis juste partagé. Cet acteur a, pour moi, toute sa place dans Transformers, par exemple. Ouais. Parce qu'il est à Chia. On peut parler de Transformers, ça. Non, mais ça reste. Voilà, un acteur qui, dans ce rôle-là, en tout cas, me fait vraiment rire. Moi, Transformers, voilà, c'est le genre de film où je pose mon cerveau, je regarde et je m'éclate bien. Ouais. C'est visuellement incroyable. Dans le 2, c'était un peu plus dur, mais bon. Oui, non, mais je parle du premier, effectivement, mais c'est vrai. Je parle même pas du reste, mais bon. Il y a des scènes qui sont bien drôles quand même avec c'est comme Martine. C'est comme Martine. Transformers du poney, enfin mais non, moi ça reste un film que j'aime bien, puis un acteur pour le coup j'aime, c'est pas un grand acteur, mais j'aime bien cet acteur. Voilà. Mais bon. Pour l'année suivante, en 2009, un film que Chris et moi aimons pas mal, qui s'appelle District 9 de Neil Blomkamp. Très très bon film. Qui est un super réalisateur. Maud n'aime pas non plus. J'ai pas du tout accroché, non. Ouais. Là, c'est un peu space, mais moi je trouvais que c'était vraiment formidable. Alors, moi j'ai vraiment trouvé totalement que ce film était vraiment la réalité même de ce qui se passerait si jamais on devait ghettoifier l'oppression sur les aliens, quoi. Puis c'est très d'actualité en plus, hein, finalement. Carrément, oui, au final. Au final, c'est plutôt une critique d'une situation actuelle que sous un prétexte de science-fiction, en fait. Ouais. Mais oui, excellent film. Alors, je sais pas pourquoi elle est dans ma liste, mais d'Alex Proyas en 2009, il y a Prédiction aussi avec Nicolas Cage. Vous savez, une fameuse scène où l'avion se casse la gueule à côté de lui. Voilà. Alors, le complot. Très mal amené, mais je pense qu'il aurait pu être bon en plus. Moi, j'aimais bien le concept, mais le concept c'est mal fait, quoi. Le concept est excellent. La fin, j'ai juste eu envie de pleurer, mais tellement ça m'a saoulé, quoi. Ouais. Je veux dire, cette espèce de métaphore d'Adam et Ève, ça m'a juste. T'avais tout, hein, les anges. Non, mais voilà, mais total, tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est comment faire d'un film qui, au final, effectivement, aurait pu être un très bon film de SF tout court. Pourquoi les mecs voulaient toujours rajouter de la religion là-dedans? Choisir la facilité. J'étais assez déçu que ce soit Alex Proyas qui ait accouché de ça, en fait, en plus. Donc, bon. Mais bon. Dommage. Ouais. En 2010, il y a eu Skyline. Oh là là. Avec de Colin et Greg Strauss. Je l'ai même pas vu. Oh putain, la purge.
Bon, je suis content de pas l'avoir vu. Non, ça pique. Alors, je l'ai même pas fini, moi, pour t'avouer, en fait. Hein. Je pense que c'est un grand manque de respect de regarder un film, de pas le regarder jusqu'au bout. Mais tu devrais en plus, ça finit en mode comics. C'est très. Le générique, en fait, dans le générique, tu vois la suite des choses et c'est un peu en mode comics. Enfin, tu sais, que des planches, en fait, que t'es comme ça, que tu vois, en fait, où tu vois la suite, où le mec, enfin, je spoilerai pas, c'est encore trop d'actualité, peut-être comme film, mais c'est. Enfin, bon, c'est. Non. Alors, tant qu'on est dans le n'importe quoi, l'année suivante, on a eu Jon Favreau qui a sorti Cowboy and Aliens, hein, bien sûr. Excellent avec Daniel film. Craig. Avec un Harrison Ford quand même qui est vraiment au sommet de son art. Oh là 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 là. Qui fait quand même le shérif de ouf. Hein. C'est super. Magnifique. Non mais alors ceci, excuse-moi, c'était quand même dommage parce que je trouve que le sujet du film aurait pu être vraiment, enfin s'il avait été correctement traité, aurait pu donner un tiré d'un comics aussi. Il y avait quand même Olivia Wilde quoi. Ouais, d'accord. Ok. Bon, tu veux qu'on parle de Tron Legacy ou pas? Et Tron. Et Tron Legacy. Ouais. Je vois qu'on a le même. C'est un clip quoi, c'est tout, c'est pas un film non? Non, c'est un clip. C'est un clip. C'est joli. Ah, c'était pas un clip de Daft Punk. C'est ça. Moi, je vois ça comme un clip de Daft Punk. SF. D'ailleurs, il devrait mettre une version dans le Blu-ray sans les paroles, juste la musique et l'image, tu vois. Et encore, c'était pas le meilleur album des Daft Punk. Donc. Alors sur le sujet de Cowboys versus Aliens, alors c'est dommage, hein, j'ai pas du tout préparé pour le coup. Il y a un excellent bouquin de je ne sais plus qui s'appelle je ne sais plus comment, mais si vous faites une petite recherche sur Google, vous allez pouvoir le trouver, qui raconte grosso modo une invasion extraterrestre au Moyen-Âge. D'accord. Et c'est juste un pur bonheur. Ça peut être bien cool par contre. Alors j'essaierai de retrouver la référence pour que tu puisses le mettre sur l'article. Nous avons exactement la femme la plus rapide du monde. Voilà, c'est ça. Je l'ai en plus, hein, mais il faut que je le retrouve. Donc je vous filerai ça si je retrouve ça. Eh bien, la même année de J.J. Abrams, il y a Super 8 bien sûr qui est sorti. Un film un peu Goonies, on va dire. Sachant c'est un hommage, monsieur. Mais moins bien fait. C'est un hommage, c'est un film où il ne devait pas y avoir d'aliens, hein, je vous rappelle. Il voulait faire un film sur les enfants et on les a programmés et obligés à faire ça sur les aliens. Donc l'histoire est complètement bangale obligatoirement quoi. Quelle bonne idée. Avec cette scène vraiment finale qui est comment dire. Moi j'ai toujours pas vu, j'ai pas le courage en fait. J'en attendais tellement de ce film que. Mais au final, il y a des bons passages, mais c'est vrai que c'est même plus un hommage quoi. C'est ça qui m'a dérangé finalement. Je pense que J.J. Abrams n'aurait continué à faire des séries et moins de films. Même, hein. Et encore. On est bien dans la merde pour le futur alors. Hein. Et j'aime beaucoup ce mec là quand même. Moi aussi j'aime bien ce qu'il fait, mais je suis assez. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il nous pond des trucs un peu. Attention, un flair. Ouais, c'est ça. Voilà. En 2011, World Invasion Battle of Los Angeles. Excellent. Avec Aaron Eckhart, Michel Rodriguez, Ramon Rodriguez. Je me disais oui, va comme ça là, parce que ah putain, merde, il en met beaucoup quand même. J'ai pas vu le même. Alors il y a qu'une scène qui m'a un peu marqué dans ce film, c'est la scène de bataille dans la rue. Ouais. Qui dure à peu près 5-6 minutes. Et là, franchement, en toute honnêteté, le film, c'est une merde infâme. Ouais. Mais cette scène particulière est visuellement et au niveau sound design est juste incroyable. Ouais. Mais vraiment. Mais c'est le seul truc qui est à sauver dans ce film. J'aime bien aussi ce moment dans le film en fait quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est pas parce qu'on n'aime pas un film qu'il n'y a pas des bonnes scènes. Hein, non, mais pour le coup, ça m'a vraiment scotché. Le film est chiant. Je l'ai vu encore une fois au cinéma et j'étais complètement scotché par cette scène en particulier. Tout le reste était une merde infâme. Après, t'as le gâchis du patriotisme américain, du soldat. Mais tu le sens dès le début. J'y retourne. Non, mais tu le sens dès le début. Tu sais quand il fait son jogging sur la plage, dis-lui, il est mal barré. Toi, t'es un winner. Et puis toi, chez Kizé, de toute façon, t'es double face, tu me la feras pas, mon pote. En 2012, il y a eu John Carter, encore une histoire d'extraterrestre, mais plus loin. Moi, j'ai adoré. Alors attention, moi, j'ai surkiffé quoi. Ah ouais, moi j'ai pas plus. Ça m'a bien vendu. Je l'ai pas vu. Moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai regardé sans regarder en fait quoi. Donc voilà. Je vous parle pas d'Avatar, machin, tout ça, hein, parce que bon, c'est autre chose. Ouais. En 2012, Battleship avec Rihanna. Non, on peut partir à un truc qui est super visuel. Ouais. Mais ça s'arrête là. Mais pourquoi Mais parce que c'est une commande de Hasbro pour faire un film sur le concept de jeu touché-coulé. Ouais, mais pourquoi les extraterrestres quoi mais parce que c'est à la mode et que c'est qui derrière Michael Bay. Ouais, voilà. Michael Bay. On recommence. Franchement, il nous a fait Transformers dans la flotte contre des bateaux quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc. Mais c'est beau.
encore une fois, c'est Michael Bay, c'est toujours beau. C'est super joli, tout ça. C'est plein la tronche. Tu vois ça avec un bon écran et un bon DTS, t'en as plein ta face, quoi. Mais après, faut pas rechercher l'histoire, quoi. Voilà. Bah écoutez, ma liste s'arrête là parce que j'ai pas relevé trop sur 2013 pour l'instant. Moi j'ai 2 problèmes déjà. Non mais à loisir à vous de rajouter, mes amis. Je veux juste corriger une chose parce que j'ai pas pu réagir tout à l'heure parce que je me rappelle jamais du nom de la version ricaine, donc j'ai été chercher entre temps sur la tablette. Mais Invasion USA là, Day Lives, c'est ça là. Moi je le trouve génial. Voilà, c'est tout. Invasion Los Angeles. Ouais. Invasion, c'est pas USA. Invasion USA, c'est Chuck Norris, pardon. Ouais. Non, Invasion Los Angeles, moi je trouve génial le concept. Mais bon, après, mais le concept, j'aime bien Carpenter, donc ça m'a toujours fait triper comme film. Maintenant, j'ai peut-être pas bien entendu, mais t'as pas parlé d'Abyss, il me semble. J'ai bien dit liste non exhaustive. Voilà. Alors moi, c'est un des, pour moi, c'est un des de mes chouchous. C'est pour ça que j'ai pas parlé de Contact. Cameron, aussi, tu vois. Cameron. C'est juste Abyss pour moi, j'adore. C'est ultime. Avec Michael Biehn dedans, j'adore. Alors moi, j'en rajouterai un dans la liste, c'est Paul l'extraterrestre. Ah Paul, ouais. Ah oui. Qui est alors pour le coup, passez-moi l'expression, un ovni en fait. Dans ce genre. Niveau comédie, ouais. Moi j'adore ces 2 mecs là, de toute façon, que ça soit Hot Fuzz, que ça soit Shaun of the Dead, tout ça, c'est vraiment juste des mecs exceptionnels. Et alors Paul l'extraterrestre, c'est vraiment le truc, je m'attendais pas trop à ça en fait, mais c'est énorme. À voir en VOST. Bien sûr. Parce que vous tapez pas manœuvre. Alors écoutez, salut, est-ce que t'as une clope, c'est Philman. Tu joues pas des Rolling Stones, ça me rappelle Mick Jagger qui était dans le coin. Non mais c'est comment traiter d'un sujet comme ça d'une manière totalement décalée. Et c'est ce qu'ils avaient fait dans Shaun of the Dead par rapport aux zombies. C'est exceptionnel. Je suis fan de ces mecs-là. Le fait que Paul soit enfermé depuis des années sous terre, qui fume des clopes, qui fasse n'importe quoi. Le dépravé ultime. Non, c'est génial. Une espèce de rockstar enfermé sous sol. C'est ça. Mais d'ailleurs. Voilà. Et voilà, je parlais aussi de Contact, qui était pas forcément dans la liste au départ. Jodie Foster. Voilà, qui était pas si mal en fait comme film, qui a un peu long en fait. C'est qu'il est long en fait. Ouais. Moi, il y a une phrase. Il est assez sympa. Une phrase que je retiendrai de ce film. C'est. Dans notre galaxie, il y a des millions d'étoiles, des milliards d'étoiles même. Dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. Si la vie extraterrestre n'existe pas, ça serait un beau gâchis d'espace. C'est chouette. C'est beau. Ça c'est chouette. Ah là, c'est c'était pas mot à mot ça, bien sûr, parce que ça le parle en anglais, mais. Bien sûr, il y a certains films dont on n'a pas parlé, mais qui sont en rapport avec ça. Notamment des guerres, des invasions, Starship Troopers qui se situerait dans un magnifique Starship Troopers. Donc un petit peu facho sur les bords, mais si peu. Oui. C'est argentin, quoi. On n'oublie pas où se sont cachés les derniers nazis. Puis beaucoup d'autres films qu'on traitait relativement, mais bon, c'était pas une grosse liste non plus. On vous refera ça la prochaine fois. Et peut-être qu'on fera un truc sur les séries d'ailleurs aussi qui ont un rapport avec ce sujet. Il y en a pas mal. Oui, tu peux commencer. Et vous reviendrez dans le prochain et on fera les séries la prochaine fois. X-Files et compagnie. Enfin, j'en passe. Les Envahisseurs avec David Vincent. Cette bouse cosmique avec Dr. Carter là. Comment ça s'appelle Skyline. Non. Falling Skies. Falling Skies. Moi j'ai failli pas m'y faire en fait. Oui, quand tu continues. Tu m'as dit que c'était bien à partir de la saison 2, excuse-moi. Non, faut se lancer. Mais en fait, le problème c'est quand le problème pour moi c'est de supporter une série qui est avec un mec comme Spielberg soi-disant derrière qui a des effets spéciaux bousifiants. En carton. Oh là là. C'est le mec, quand tu vois les bébêtes, tu fais au secours quoi. C'est fou. C'était le mec qui faisait Wallace et Gromit qui faisait les effets spéciaux. Non, c'est vrai que c'est assez très bon film de dedans. Les créatures sont débiles, enfin c'est assez naze, mais en fait derrière il y a une histoire qui est bien faite. Mais qu'est-ce qu'il a produit de bien Spielberg ces derniers temps finalement, parce que bon. Terra Nova. Ouais, voilà. J'y pensais. Tu sors. Non, j'y pensais vraiment. Faut être con quand même pour remonter dans le temps et pour arriver pile poil au moment où il y a les dinosaures, quoi. Et en plus, en sachant que t'as un météorite qui va tous exploser, quoi. Tu vois, alors que t'arrives un chouïa avant, il n'y a pas de dinosaures, t'es tranquille. Non, mais un chouïa après, tu vois. Après le météorite, quand même. C'est quand même con parce qu'ils savent qu'ils vont tous crever. C'est vrai qu'ils sont pas très organisés quand même. Eh merde, Bobert, t'as fait une erreur de calcul. C'est pas bon. Bon, on va prendre un café. On va se poser, on va se détendre. Bon voilà, on va clore ce chapitre sur les films. Et Maud, on va faire un retour sur les commentaires du dernier Parabidule. Les peu de commentaires qu'on a eu. Ah, bande de salauds. Oui, mais c'est l'éternel problème. Chien.
Le chien galeux. Lâchez-vous. Alors, Orken, qui nous dit très bon épisode. C'est vrai qu'il y a un filon à pendre. J'espère que vous ferez ce genre d'épisode régulièrement. Mais oui, c'est le cas. On essaye aussi, on mais espère. c'est des HS, on le rappelle. Hein, donc. Péremptoire, au top comme d'hab. Sinon, concernant les crop Il est invité, non? Ouais. Oui. Il est très très bon. Au top comme d'hab. Qui nous dit j'avais un prof de techno au collège qui était un passionné. Il faisait beaucoup de recherches à ce propos et il nous disait que faire ça avec une planche de bois et un pic était totalement impossible. D'accord. Parce que c'est péremptoire, il me semble qu'il nous disait que il y avait une théorie sur les crop circles justement qui expliquait que ça pouvait être fait avec des planches en bois. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi que c'était deux petits vieux agriculteurs qui s'éclataient à faire ça en Angleterre. Mais ils se sont fait cramer sur certains sites, mais bon, ça explique pas tout, quoi. En effet, ils ont trouvé des rayonnements gamma aux alentours des sites où se trouvaient les crop circles et ils nous disaient que la manière dont sont pliés les brins de blé ou autres plantes était particulière. Déjà, c'était plié et non pas cassé et plus voilà bon. Ouais, mais ça c'est une des particularités pour réussir à authentifier un vrai crop cycles entre guillemets quoi, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est qu'en fait théoriquement si t'arrives avec un truc, t'as les chances d'en péter une certaine partie, même si certains vont plier, t'en pèterais. Et ils avaient fait des études en fait où ils avaient découvert qu'il y avait au niveau des cassures et même sur le brin de paille ou d'herbe, déjà ça repousse pas de la même manière derrière. Et en plus surtout il y a eu des changements moléculaires qui sont faisables qu'à partir du moment où il y aurait une forme de rayonnement gamma ou tout autre type de rayonnement type nucléaire et autres quoi. D'accord. Donc c'est pas facile à reproduire ça chez soi comme ça, tu vois, tranquille avec une planche de bois. Oui, alors en fait non, mais ce que je vous ai pas dit c'est que la planche de bois vient de Fukushima. Voilà. C'est ça dépend de la planche. Et donc après il y a ZQSD qui nous met super épisode, très très intéressant. Il m'a vraiment donné envie de m'intéresser au paranormal, vraiment cool. Dans les critiques, parfois vous lisez trop et ça s'entend. C'est pas vrai, point, virgule, c'est pas faux ce que tu dis. Ça fait exposer qui passe de l'un à l'autre, voilà. Sinon, comme je l'ai déjà dit, super épisode. Ah, merci. Voilà. Et super animateurs, non? Bah voilà. Mais l'un va pas sans l'autre. Hein. Et ben voilà, c'est bon, on a tout récupéré. Bah merci beaucoup à vous, mes chers amis. Merci de l'invitation. Donc tous en cœur. De concert. On va rappeler un peu où on peut vous retrouver sur Internet. Donc commençons par toi, Psycho Phoenix. Moi sur Twitter, évidemment. Voilà. Comme à peu près tout le monde tu me suis dans pas, la web 2.0. Hein. Excuse-moi, c'est ce que je peux déjà. J'y vais quasiment plus. Alors. Si tu me follow pas ce soir, j'ai compris. Ça y est. Donc sur Twitter @psycho_phoenix avec un K. Parce que ça c'est fait. Puis sinon voilà. Tout le temps cette blague. Et sinon c'est tout ce qui a un rapport avec Zigbox. Voilà. J'écris des fois des petits trucs quand j'ai 5 minutes pour aussi le bidule. Pour le bidule aussi. Voilà. Exactement. En général, je poste des vidéos. Voilà, des trucs, allez voir parce que c'est souvent en rapport avec des trucs un peu techno et puis futuristes et tout ça. Le dernier, c'était d'ailleurs sur une invasion extraterrestre aussi. Voilà. Comme par hasard. J'aime pas du tout ça. Moi. Ça m'intéresse pas comme sujet. Qu'est-ce que je fous là? Moi, je me casse. Ça se voit. Et toi, sinon, on peut te retrouver donc. Eh bien, moi, donc à Brie-sur-Marne. Ah voilà. Vous prenez le feu, tournez à gauche et puis voilà. Je suis là. Donc sur Twitter @sidartarus. Voilà, c'est un terme compliqué, hein, mais bon, bref. Autrement sur donc le podcast Plan B. Voilà. Qui a son Twitter, c'est Plan B_MGS pour My Geek System. Une bande de dingues. Une bande de dingues, ouais. On a une bonne de jeunes, on se fend la gueule. Voilà, donc sur le blog My Geek System, voilà, qui a pas été alimenté depuis très longtemps faute de temps, mais bon, ça devrait se... C'est pas très grave. Non, c'est pas vous très faites grave. Du podcast, ça va. Exactement. Et sur le podcast Lifestyle aussi, un podcast dédié à Windows Phone. Ah, il y en a. Et il y en a. Oui, il y en a. Et il y en a. Et j'en suis C'est pour ça que t'aimes les extraterrestres. C'est pas faux. Donc, Maud, toi, on peut te retrouver où? @Maudel. Dans ton lit. Aussi. C'est pas faux. Et moi, on va me retrouver @Bully, _ derrière. Hein, voilà, c'est tout. Toujours tes double underscore qui font chier. Mais oui, car cette chinoise ne m'a pas rendu mon compte. Alors, je vais te faire une pancarte pour te mettre dans le dos avec 2 underscore. Voilà. Bully. Couloir. Et le bidule, bien sûr, vous retrouvez sur @lebidulepod. Voilà. Tout simplement. Ou sur lebidule.org.
Et sur lebidule.org, le site où vous pourrez trouver cet épisode justement avec toutes les notes de l'émission. Donc vous pourrez télécharger. Et je tenais à dire aussi qu'on a fermé du coup le blog annexe Parabidule parce que ça prenait pas mal de place sur le serveur, que c'était assez lourd, que du coup on a remis tous les posts sur le bidule tout simplement. Donc vous avez un espèce d'encart qui est le Parabidule. Vous cliquez ou vous recherchez dans la barre de recherche et vous avez tous les posts qui sont en rapport à ça. Et de toute façon ce podcast sera avec les autres podcasts normaux du bidule. No mots. Exactement. Normaux. Normaux. Je dis qu'est-ce que je voudrais. Voilà. Aussi, petit changement, on va avoir un nouveau lecteur normalement pour lire les podcasts qui seront beaucoup moins chiants pour vous parce qu'on va faire un peu comme tout le monde. On va passer aussi à SoundCloud qui font des formidables offres pour les gens maintenant. Donc plus de facilité pour vous pour écouter les choses et de toute façon ça sur le serveur et aussi sur iTunes derrière. Donc il n'y aura pas de problème. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Oui. Bande de chiens galeux. Bande de chiens, hein. Pour nous dire que c'est de la merde. Nous on kiffe. Non, dites-nous que c'est bien quand même. J'aimerais bien quand même. Et puis franchement, c'était des super intervenants. Donc la prochaine fois, on essaiera de faire un sujet encore différent. Hein. On fera un appel encore aux gens qui seraient intéressés pour venir faire l'épisode avec nous. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. On va conclure comme ça. Oui. Voilà, t'avais quelque chose à dire? Non, c'est bon. Voilà, je commence à prendre ma voix de mec fatigué de parler. Donc on va se quitter avec qu'est-ce que je vous mets? Une chanson de préférence. Eh ben, on va mettre une petite chanson de fin du gendarme et les extraterrestres. Si ça commence. Ou pas. Et voilà un fail. Hey, t'en as pas fait. Hein. Bah voilà. Il fallait que t'en fasses un. J'en fais un, j'en fais pas. Voilà. Écoutez, ça c'est magnifique. C'est pour finir en beauté. On dirait la carioca. Ouais, c'est le film. À moi maintenant. C'était le Parabidule hors série 2 avec Psychophénix. Ouais. Avec Silartarus. Ouais. Je m'applaudis. Avec Monde du Bidule. Ouais. Et avec Woody. Oui, retrouvez-nous bientôt dans toutes les bonnes crèmeries et aussi dans les marchés U. Ça chauffe ce soir. Je veux dire, ce soir, vous êtes tous en forme. On peut rigoler quand même. Voilà, on se retrouve pour le prochain Parabidule. Et on vous fait des très gros bisous. Non, iTunes, au revoir, qu'est-ce qu'il me fait? Oh non, putain, j'ai avoir ça dans la tête, laisse tomber. Ok. Donc on fait d'abord une intro du style ouais salut, on est trop cool, on est bat et en plus on est sympa. Et puis après on lancera le jingle tout pourri. Si ça marche cette fois-ci. Alors, vous êtes prêts? Vas-y. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ah bah je préfère faire ça avant. Tu t'es pas mouché aussi. Attends. C'est bon. 3, 2, 1. C'est parti. Ok, donc là j'enregistre, donc on peut dire de la merde chacun de notre côté. Chacun de notre côté. De la merde. Blabla. J'ai failli rendre les douilles là. Attention, ça va piquer. Alors attends, parce que du coup faut tester les jingles en même temps. Alors. C'est flippant. Ok. Spooky.
Ok, ta gueule maintenant. La reverb, ok. Ouais, continue pas trop longtemps parce que ça me saoule. Hein. Voilà.